Et après, on avait un peu nos Switch chacun. Si, on a fait 3 soirées sur Mario Party sur Switch. Ouais, et ça, c'était vraiment trop bien. On a drôlement rigolé et on s'est sacrément amusé. C'était vraiment trop bien. J'en fous, j'ai gagné une fois. Moi aussi. Et en solo et en duo, vous avez gagné. En duo, on a gagné? Ouais. Oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais bon. Donc j'ai gagné 2 fois. Donc tout le monde est assis avec sa Switch et regarde l'écran et on joue tous En fait, ensemble. c'était soit ça, soit on regardait Capital à la télé. Et Franchement, Capital, c'était trop bien. Capital, c'était peut-être mieux en vrai. Jean-Claude est intéressé par cette cafetière. c'est vraiment de la merde. Ah, en promo, elle est pas chère. Sur vacances de ski à mater Capital. Ouais, mais il y avait du foot J'ai aussi. dû ramener des films. On On pouvait pas. Ah si, il y avait un lecteur DVD, c'est vrai. On n'a pas vu, mais Ouais, c'est il était là. Tiens, j'ai reçu. On parlait de JDR tout à l'heure. J'ai reçu ma première fiche de perso JDR que j'ai créée dans ma vie. J'ai un pote qui me l'a renvoyé il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire. C'est collector. Hein, C'est collector de ouf. J'étais super content de trop l'avoir. bien. Ah, quand t'étais jeune. Ouais. À quel âge C'était il y a. Jeune, c'était il y a longtemps, mais à quel âge t'as fait ça 23 ans. Ouais, c'est ça. Et du 23. coup, c'était quoi ton perso? Il y avait quoi? C'était un perso de Cthulhu sur la V5. Ouais, V5 de Cthulhu. Déjà. Ouais. Et j'étais le couteau suisse de la bande. Il y a toujours un couteau suisse. Ouais, au début, t'es toujours un couteau suisse. Tu sais jamais quoi faire. Parce que Qu'est-ce sinon, que je fais? C'est pas grave, je suis un couteau suisse. C'est le genre de perso qui sert à rien. C'est le gars qui fait tout, bon hein. qui est moyen partout, mais moyen qui partout. maîtrise que dalle en fait. D'accord. Qui est pas très bon dans ce qu'il fait, mais il est. Parce que c'est toujours rassurant Voilà. d'avoir un perso qui sache un peu tout faire. D'accord. Grosso modo, t'as des comptes qui vont de 0 à 100. C'est toujours une moyenne sur 100%. Et moi, ma maximum moyenne devait être 60 quelque part. D'accord. Et après, j'avais en moyenne 30, 40, 45 un peu partout dans les trucs un peu utiles, mais pas tout le temps. Tu t'es Et pas comme trop bouillé, ça- quoi. Oui, mais comme ça, en fait, tu te joins facilement à un groupe et quand personne n'a la compétence, toi, t'as une chance sur 2, sur 3 de la faire. Donc, ça Ok. Et bah, ce sera rappelle le couteau suisse. le couteau suisse. Et ce sera pas le sujet du soir. Et du coup, bah, le Contrecast épisode 7, c'est parti. Salut tout le monde, comment ça va, Ketrus? Comment tu vas? Bah bien, très bien, merci. Super, en cet épisode numéro 7, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler d'un roman de bon présage qui va sortir bientôt en série. Ah, d'accord. Contrairement au roman qui est sorti, lui, il y a quelques années. 90, ouais. C'est ça. Anya, Ouais. comment ça va? Ouais. T'as l'air endormi plus que moi. Absolument pas. Non, très bien. Très très bien. Je me suis refait la série des Hannibal récemment, là, les films. Ah. En quel honneur? Il y avait une raison particulière? Le truc du. Parce que quand t'es sur Netflix, forcément tu te perds. Et Tu te perds. j'ai vu Hannibal, je dis ah tiens pas mal. Et j'avais jamais vu Red Dragon. Donc, Ah, voilà. tu parlais du film? Ouais. Les Ah, je films, pensais que tu parlais de la série Non, Hannibal. pas la série. Pardon. Mais la série est cool. Mais pas les dernières saisons, mais. J'ai regardé le premier épisode, j'ai arrêté. Ah ouais, Ouais. à ce point. T'aurais pu faire un deuxième peut-être pour voir. Non, ouais, c'est t'aurais nul, pu, quoi. je trouvais ça nul. Bon, Mais c'est perso. Hein. c'était un avis personnel. Et de quoi tu Ouais. nous parles, Anya, ce soir? Aujourd'hui, De The Division 2. Ah, super. Et toi, Zef, qui a déjà un peu pris la parole? Salut. Ouais, pardon, là, je Il y a pas de souci. C'est quoi ton sujet? Moi, je vais parler de chasse au trésor ce soir. Chasse au trésor. Ouais. Wow. C'est le truc sur France 3 à l'époque. Ah, j'adore cette émission. Mais c'est trop bien. Avec des C'est gueules quoi, de c'était là. Parce que j'ai fait ça il y a pas longtemps. Ouais. C'est carte au trésor, non? Carte au Des- trésor. Ouais, c'est ça. J'ai ça au hasard. Sur France 3 Limousin. un truc. Avec le mec qui s'est perdu, là, François comment Limousin. Peut-être, je sais pas. Je pas été assez loin dans Je l'émission. sais pas ce qui. Ah, c'est loin dans l'émission. Je sais pas. Tu sais, Dans mais la t'avais salle, toujours un truc où ils étaient en hélico. Ouais. Ouais, c'est ça à Et la je crois fin. qu'il s'est ouais. perdu en Amazonie, il a Mais un accident, non. un Ça truc comme ça. m'étonnerait pas, ouais. De Mais Dieu le veut, il pourquoi- s'appelait Oh Cédric, non, c'est c'est ça horrible. Oh, Oh non, je suis trop triste. Et voilà, c'était la rubrique finale. c'est peut-être pour ça qu'ils ont raté l'émission. Bon, tant pis. Eh ben, on est parti pour le premier sujet. Certains utilisent la géolocalisation de leur smartphone pour attraper des créatures virtuelles, mais il existe d'autres genres de jeux qui nous imposent de vous déplacer et parfois même d'aller faire quelques kilomètres en ski pour trouver une petite boîte pour laisser une trace Ah, de son d'accord. passage. Quelques kilomètres, ça. Zéphiriel, raconte-nous le géocaching. Donc ça, c'était ta super intro pour moi. Ah, pas le niveau j'attends de- la mienne avec Ah la impatience. vache, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah voilà. Donc je vais vous parler de géocaching. Géocaching, c'est quoi? Alors pour mon historique perso par rapport au géocaching, je vais commencer par ça. Il y a quelques années en arrière, je regardais une série
que j'ai toujours pas terminé, mais je terminerai un jour, qui s'appelle Switch at Birth, qui est une super série que je vous conseille sur les enfants échangés à la naissance. Bref, on s'en fout. Et dedans, à un moment, il y a un épisode où ils font du géocaching. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce que c'était, et je trouvais ça super intéressant comme concept. Je vais vous expliquer après ce que c'est, bien sûr. Et l'année dernière, j'ai écouté un podcast assez sympa qui s'appelle ABCD. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous le conseille. Oui. Et dedans, il y avait un mec qui s'appelle Jocelyn Tridemi, je crois, qui bosse chez Ubisoft, qui est directeur technique et là-bas de l'event design, je crois, un truc comme ça, et qui a été invité dans l'émission et qui parlait de géocaching, de ce qu'il faisait avec ses enfants. Ouais. Et donc, je trouvais ça assez intéressant. Donc, je me suis instantanément, au moment où j'écoutais l'émission, je m'inscrivais en même temps sur leur site. Et du coup, j'ai commencé à faire du géocaching. Géocaching, donc c'est quoi ? C'est le fait de faire une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'on va... Alors pour ma part, j'ai téléchargé une appli, c'est celle la plus connue, c'est geocaching.com. Donc je télécharge ça sur mon téléphone, je m'inscris, je crée un compte gratuit. Et instantanément, vous avez accès à une carte du monde dans laquelle vous avez plein de petits points de couleur, principalement vert, qui vont apparaître. Et c'est une coordonnée GPS dans laquelle vous allez vous rendre. Et lorsque vous êtes sur le point du coordonnées GPS, on va dire que dans un cercle de 5 à 10 mètres autour de vous, dans le mobilier urbain, principalement parce que je suis sur la région parisienne, on va trouver ce qu'on appelle une géocache, c'est-à-dire une boîte qui va d'une taille de 1 cm à, je sais pas, 30 cm, et dans laquelle on va trouver un carnet, ce qu'on appelle un logbook, et on va laisser une trace de son passage en mettant son nom, sa signature, n'importe quoi. Et on va loguer ça sur notre téléphone. Donc ça paraît très con quand je dis ça, mais finalement Pokémon Go, comme tu le disais dans ton intro, c'est pas si loin que ça. L'idée c'est de se balader, de trouver des points d'intérêt en fait, de se dire je vais au hall, j'attends une demi-heure là-bas, qu'est-ce que je fais ? Je regarde mon appli, bam, je vais trouver une géocache, 1, 2, 3, 4, et voilà. Donc c'est une forme de chasse au trésor pure et dure, et quand je dis pas chasse au trésor, j'exagère vraiment pas, parce qu'une fois qu'on est sur le lieu précis, il faut chercher, il faut chercher où ça peut se cacher, dans quel endroit, dans quel interstice, sous quel banc, derrière quel lampadaire, ça peut être n'importe quoi. Et donc l'idée c'est ça. La première fois que j'en ai fait, donc j'ai commencé ça il y a 1 an, il y a pile poil 1 an d'ailleurs, j'ai commencé à chercher ça. La première fois que j'en ai cherché une, je savais même pas ce que je cherchais. Donc visuellement, en fait, c'est délicat. C'est vraiment de se dire, j'arrivais autour d'un banc, je savais que c'était autour du banc, mais je savais pas exactement ce que je cherchais. J'ai dû chercher 20 minutes sans comprendre ce que je devais chercher, et je suis parti en disant, ok, je suis une grosse merde. J'en ai fait une deuxième à côté, ça a été trouvé tout de suite. Et là, en fait, quand tu commences à comprendre le principe du truc, je suis revenu au banc 3 heures après, je l'ai retrouvé, j'étais content. Mais l'idée, voilà, c'est on va chercher un boulon qui a aimanté au banc, mais qui est pas vraiment un boulon qui attache que dalle, qui est fait juste en fait une cache. On va chercher une boîte qui s'intègre complètement dans le mobilier urbain, qui est cachée sous forme de pierre, qui est cachée sous forme de brindilles, pierre, n'importe quoi. Ça peut être tout n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est ouf. Et donc voilà. Donc le geocaching, ça existe depuis quand ? Pour faire un peu d'historique, ça existe depuis 2000. Le 3 mai 2000, ça a été je crois que c'est le premier mec qui a caché ça à côté de chez lui dans l'Oregon. Ah ouais, il y a une date quoi. Ouais, il y a une date. Enfin, c'est la première qui a été répertoriée, à savoir si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, je sais pas. Mais lui, il l'a caché le 3 mai. Le 6 mai, elle avait déjà été trouvée 2 fois. Et en fait, à partir de là, c'est parti un peu en couille. Aujourd'hui, on est en 2017, chiffre 2017 sur Wikipédia. Aujourd'hui, on répertorie 3 millions de caches à travers le monde. Ah, quand même. Dans 180 pays différents, dont une cache qui serait sur la station internationale spatiale. Ah ouais. À vérifier, mais on vérifiera. Tu l'as pas encore fait celle-ci. Non, pas encore. Il y a plus de 7 millions de joueurs à travers le monde, ça c'est sûr, en tout cas. C'est ce que répertorie geocaching.com, qui est le site référence, on va dire. Et là-dedans, on va avoir une douzaine de caches différentes. Il peut y avoir donc la géocache de base, c'est-à-dire le petit point qu'on va chercher, qui va être ça peut être vraiment une douille de n'importe quoi qu'on va dévisser. Dedans, il va y avoir ce qu'on appelle donc un logbook, qui est un papier dans lequel on va chacun mettre son nom et la date sur laquelle on l'a trouvé. On va loguer ça sur notre téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la base. On va trouver des trucs plus gros qui vont avoir aussi des objets. Je vais y revenir. Et ça, c'est la géocache de base. Ensuite, on va avoir des caches type multicache, c'est-à-dire qu'on va se rendre à un point précis, on va
décoder une énigme ou un truc qui va nous emmener à un deuxième point, qui va nous emmener à un troisième point, un quatrième point, un cinquième point, ça dépend combien de fois a fait le gars. Et là, on va trouver la cache qui nous intéresse avec le logbook à l'intérieur. Donc, c'est des trucs qui peuvent prendre des heures. Vraiment, pour une seule cache. Et là, dans l'intro, ce que tu disais par rapport au ski, c'est effectivement, on est parti au ski il y a pas très longtemps, au moment où on enregistre cette émission. J'ai fait un peu chier le monde, mais j'étais pas le seul à vouloir trouver des géocaches et sur l'autoroute quand on allait au ski et en arrivant sur place dans le village où on était. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi sur les pistes de ski, donc j'ai fait chier le monde pour trouver des géocaches sur les sites de ski. Et c'était, franchement, je crois que j'ai les 3 plus belles découvertes de ma vie en termes de géocaches sur ce site-là, parce que c'était vraiment l'excitation au maximum, quoi. Quand t'es à 3000 mètres et que tu trouves une cache sous un putain de cailloux, bouquetin, statue, ce que tu veux, c'est ouf, quoi. Ah oui, t'as un côté vraiment épique. Et quand t'as dû expliquer aux secouristes, tu t'étais coincé là à cause d'une géocache? Non, mais toutes les géocaches sont en général situées dans un endroit sécurisé. Ouais. Tu peux pas, on te demande pas d'escalader 30 mètres pour en trouver une. Pour l'instant, peut-être. J'en ai pas trouvé dans ce sens-là, en tout cas. C'est en fait vraiment cool. Et en fait, donc voilà, le vendredi, le dernier jour du ski, le vendredi, donc, on avait préparé ce qu'ils appellent une letterbox. Donc, c'est une cache encore différente. Qui est un peu à l'ancienne parce que t'as pas d'énigme géocalisée, t'as juste en fait un premier point précisé dans le log. Donc t'as un point GPS. Donc déjà t'es sur des skis ou ton snow, il faut trouver le point. Donc c'est pas facile en soi parce que t'as le GPS qui est un peu aux fraises parfois. C'est pas précis sur une piste de ski savoir où il faut commencer. T'as de la neige. Et t'as une série de là celle-ci en tout cas c'était une série de photos. J'ai pas le nom de la géocache, je suis désolé pour la personne qui l'a fait parce qu'elle est vraiment cool. T'as une série de photos et t'avais une quinzaine ou une vingtaine de photos différentes. C'est ça. La première te donne l'endroit où tu dois commencer. Donc c'était des cigognes en bois qui étaient prises en contre-plongée. Donc t'avais l'impression que c'était sur une verrière. Donc je sais pas exactement. On a trouvé le point. C'était un départ de station de remontée mécanique. Et à partir de là, en fait, tu suis les photos. Tu dois trouver à quoi correspond chaque photo en fait. Et donc ça te dit quelle direction prendre sur une piste de ski. Est-ce qu'il faut tourner à gauche ou à droite sur celle-ci? Bah là, t'as une photo qui se précise. Qu'est-ce que tu dois voir là? Tu dois avoir une barrière de sécurité. Hop, t'as une petite maison qui ressort de la neige. Il faut la trouver, il faut machin. Et en fait, tu fais ça pendant tout le long. Ça nous a pris grosso modo 3 heures, sans compter la pause déj. Donc, parce qu'on a fait 4h30 avec la pause déj, grosso modo. Et en fait, à la fin, c'était épuisant. Parce que tu fais une remontée, tu fais une descente de ski, tu vois pas du tout où c'est. Tu remontes une deuxième fois, tu vois toujours pas. Tu remontes une troisième fois, et là tu commences à comprendre. Tu poses des questions aux gens qui habitent dans le coin. Tu vous êtes sur cette montagne 6 mois dans l'année, ok. Vous connaissez cet endroit-là? Ah oui, ça me parle. C'est peut-être de l'autre côté et tout machin. Et là tu descends, tu trouves le Graal, tu exploses de joie. C'est trop bien. Et voilà, c'est une vraie chasse au trésor. Donc là, moi aujourd'hui, je suis à 120 géocaches trouvés. Depuis 1 an, ce qui est très peu finalement par rapport à d'autres. Alors, j'ai vu des scores de 12 000, 15 000, c'est n'importe quoi. Et au-delà de ça, en solo c'est cool, en duo c'est encore mieux, en famille j'imagine même pas le trip que ça doit être d'avoir ces gosses qui cherchent ça avec toi. T'as des caches, c'est des énigmes pures et dures où ils te demandent de calculer parce que c'est des coordonnées GPS, donc tu vas avoir 49 degrés nord plus A égale à le numéro de la rue plus moins B qui égale le numéro du département de machin, donc tu commences à faire des calculs dans tous les sens, ça se prépare. Vraiment, moi, je fais des listings de géocaches en disant, ok, je vais faire ce parcours-là le dimanche, et suivant les géocaches où je vais, où il y a des énigmes, bah, je les prépare le soir pour me dire, ok, le lendemain, je sais à peu près où je dois aller, et ainsi de suite. Donc c'est ultra excitant. J'ai trouvé des géocaches qui étaient des fausses briques qui étaient posées à côté de murets pour faire croire qu'en fait c'est un immobilier urbain, mais en fait quand t'es sur place tu commences à te poser, non c'est pas ça quand même, c'est pas si con que ça, mais en fait si c'est ça, tu l'ouvres et t'as plein de trucs dedans. T'as des objets, je disais que j'y reviens, c'est le moment, t'as ce qu'on appelle des objets géolocalisés, c'est-à-dire en fait chaque objet va avoir un code barre que tu vas rentrer dans l'appli, et moi si j'ai un objet par exemple, je vais le poser dans une géocache. Je vais rentrer dans l'appli que je l'ai rentré sur cette géocache précise. L'objet va voyager de géocache en géocache. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis moi, dans le log que je mets, je dis, bah voilà, j'aimerais que cet objet, il part de Paris, il arrive en Australie, à Melbourne. Bah, les gens vont naturellement le déplacer de géocache en géocache pour qu'à un moment, il arrive quelque part. Et là, pendant les vacances de ski, on en a trouvé 2. Il y en a un qui avait fait plus de 15 000 km. Mais non, sur le monde. Il était là depuis 2016. Il a voyagé, le logbook de ce truc était infini. Et il a voyagé à Tokyo, il a voyagé aux États-Unis. Et
juste un objet, hein, c'est débile, mais putain, c'est bizarre en fait de se dire putain, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a des Earth Cache qui sont faites, c'est des endroits spécifiques où tu vas apprendre quelque chose. Là, il y avait une Earth Cache qui nous expliquait les glaciers, comment ça fonctionnait. Qui nous posait des questions, fallait répondre. Il y a un truc sur les tourbières, j'en ai eu d'autres qui se passaient à la gare Montparnasse, qui t'expliquait comment le marbre était fabriqué, pourquoi c'était comme ça et tout. C'est instructif, c'est agréable, on se balade dans les rues de Paris, on découvre des endroits vraiment bizarres avec des boîtes à musique qui sont accrochées au mur, on se demande pourquoi, mais le gars nous explique ça en plus dans sa cache, donc c'est super agréable. Je suis complètement fan de ce truc. Ça se voit. Il y a des géocaches qui sont organisés, des journées géocaching qui sont organisées avec des mairies pour pouvoir nettoyer des parcs, nettoyer des jardins, nettoyer des forêts, de tous les détritus qu'il peut y avoir, et en plus on fait de la géocache en même temps, et en plus on en place. Moi je suis tellement fan que là j'attends un colis que j'ai commandé donc du coup il y a quelques jours pour pouvoir créer ma première géocache. Enfin. Et enfin, et je suis ultra fan, je kiffe ça fait un an que j'en fais, je compte pas m'arrêter là. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et du coup, je sais que tu as pris un petit objet, comme tu disais. Est-ce que tu l'as déjà replacé dans un géocache parisien ? Ouais, j'en ai récupéré 2, moi, depuis. Un qui était parti du Québec, qui est arrivé... je l'avais récupéré à Blois, celui-ci, lors d'un week-end que j'avais fait là-bas, et je l'ai redéposé à Paris. Et là, j'ai regardé son log il y a pas longtemps, il est reparti. Et je crois qu'il va repartir vers Rennes, si je dis pas de conneries. Et il y en a un autre que j'avais récupéré à Paris et que je voulais faire voyager à Cannes quand j'étais au Fige en début d'année. Mais il y avait aucune putain de géocache. Donc j'ai dû le remettre à Paris, un peu frustré, mais voilà. Après, ce que t'as pas encore, là où t'as pas encore trop insisté, pardon, c'est le fait que t'as des niveaux de difficulté, mais t'as aussi les indices qui sont donnés. Ouais, je voulais pas. En fait, quand on trouve une cache, il y a deux indications qui vont popper direct. C'est un, le niveau de difficulté, comme tu disais, qui va de 1 à 5, et 2, sa taille. Il y a aussi une troisième indication qui indique la hauteur de là où il faut chercher, entre 0 cm du sol et à 2 mètres, par exemple. Mais l'idée, c'est la difficulté, c'est la difficulté de la trouver. C'est-à-dire qu'en fait, si le mec il met une difficulté 4 sur 5, c'est qu'elle est ultra bien cachée, ou qu'elle demande une énigme spécifique. Mais même pour une géocache classique qui est juste cachée, parfois c'est ultra dur. Ça peut être vraiment... Enfin, quand je dis que c'est une pierre, c'est qu'ils fabriquent des fausses pierres que tu poses à côté d'un arbre, et tu penses pas à regarder ça, en fait, tu penses que c'est une pierre, en fait, et tu la soulèves pas. Donc t'as l'indication de la taille, parce que ça peut être de nano à taille grande, j'imagine. Donc nano, c'est vraiment un petit truc de 1 cm² que tu vas dévisser et aimanter sur un truc. À grand, ça peut être une boîte. Moi, j'ai trouvé des boîtes, je dis, qui faisaient 30 cm, et t'avais plein de trucs dedans. T'avais plein de carnets, t'avais plein de jouets. Les mecs laissent des jouets qui sont même pas géolocalisés, en fait, ils s'en foutent. T'as des jouets Kinder, t'as des trucs, c'est marrant, c'est pour le fun. Et effectivement, parfois, lorsque tu crées ta géocache, t'as un indice que tu peux mettre en disant, par exemple, celui-ci est magnétique, ou tu mets une photo. Tu peux mettre une photo, spoiler, effectivement, si c'est trop précis. Alors là, par exemple, au ski, il y avait une photo de spoiler parce qu'il fallait regarder sous une pierre spécifique à côté d'un bâtiment. C'était vraiment trop précis. Et avec la neige, ça peut être gênant. Mais voilà. Et ensuite, si t'arrives toujours pas à trouver, tu vas regarder dans les logs des gens. Parce que les logs, c'est-à-dire sur l'application, c'est là où les gens racontent leur histoire, en fait. Et t'en as plein qui sont assez touchantes, en fait. Tu te rends compte que les mecs, ils font ça tout le temps. Il y en a qui se disent, bah voilà, je suis en déplacement professionnel, j'avais 2 heures à tuer, je me suis fait une géocache. T'en as qui prévoient des déplacements en vacances avec leur famille pour dire, bah voilà, là, on est allé en France, tu vois, c'est des Allemands ou des Anglais qui parlent, on est allé en France, journée géocaching avec les enfants, on a passé 2 heures. Ils font des paragraphes entiers, c'est super, enfin, c'est touchant, t'as un côté vraiment tranche de vie qui est ultra cool. T'en as qui prennent des photos d'eux, et en fait, ça devient une enquête, en fait. Je suis désolé, je suis très excité. C'est genre, quand tu trouves pas une géocache, tu sais que t'es à côté, tu sais que t'es dans les 10 mètres, tu trouves pas, ça fait 20 minutes que t'es dessus, tu passes un peu pour un con dans la rue, mais ok, pourquoi pas. Et en fait, tu commences à regarder les photos des gens qui se sont pris en photo, et tu dis, ok, lui, il a pris là, c'est-à-dire que je dois pas être loin de là où il l'a trouvé. Tu sens quand la photo, elle est prise sur l'instant, tu sais. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vois que le gars, il était content de la trouver, il a pris la photo tout de suite, donc tu regardes le trottoir autour de sa main que tu vois, et tu dis, ah, ok, là, sur le trottoir, on voit là une tache un peu bizarre. Ah, putain, regarde là, et c'est le poteau qu'on voit là. Et en fait, tu vas te placer un peu à l'endroit, et là, tu vas orienter tes recherches, et c'est que comme ça, en fait. C'est une chasse au trésor, en fait. Tu vraiment, un jeu, c'est presque un jeu d'enquête. Et c'est trop excitant, en fait. Je trouve ça trop cool, parce que quand t'as passé 20 minutes sur un endroit à chercher et que putain, tu la trouves, putain,
t'es content. Tu te dis voilà, c'est fait, hop, tu refermes, tu mets ton eau, puis tu la replaces tranquillement et tu repars. Ouais, mais quand tu la trouves pas, c'est horrible. T'as Ouais. une impression d'échec terrible. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bah, Ouais. Ça nous est arrivé au ski justement sur Ouais. le bouquetin dont tu parlais, sur lequel on est revenu 2 jours plus tard en mode putain c'est pas possible. Faut qu'on quoi. la trouve, quoi. Il était faut aller où là pour aller à cet endroit-là. On y va tout de suite là. Il faut que je le trouve. Ouais, Et on l'a trouvé. Enfin j'avoue il y a ce côté cette libération, cette satisfaction quand tu trouves le petit objet de merde qu'un mec a planqué 2 ans plus tôt. Et je comprends, c'est vraiment jouissif quoi. Il y a un mais là, truc. mais en plus pour ce cas-là, c'est con parce que tu vois, on est parti, il était fin mars. Donc parce que toute une question de réflexion en fait. Tu regardes le truc, tu dis ok, t'es à 3000 mètres, il y a de la neige, il y a de la glace. L'indice te dit sous la statue, grosso modo. Tu regardes, il y a une partie de la statue qui est prise sous la glace et l'autre qui ne l'est pas. Donc tu regardes, par logique, celle qui ne l'est pas, tu regardes, tu vois rien. Tu cherches. On a passé 15 minutes, je crois, la première fois. 15 minutes je pense. Facile à chercher, on n'a rien trouvé. On Assez était pour passer 4. pour des cons. Voilà, on était 4 dessus, quoi. Les gens nous regardaient en disant, ah, ils font du géocaching, tu vois, ils ont compris le truc, tu vois. Il y a aussi ceux qui comprennent pas et qui disent c'est bon il y a pas de trésor ici. En Ouais, fait, si. il y a les rageux, on les oubliera. Et donc, on part, on est un peu frustré. Je me dis, putain, c'est pas possible. Et en fait, pendant 2 jours, je regarde, moi, les logs du truc et je me dis, c'est pas croyable. Le truc a été trouvé il y a 1 mois. Il y a 1 mois, il y avait plus de neige, il y avait plus de glace et la personne l'a trouvé. Ça veut dire que c'est pas la glace qui nous gêne aujourd'hui. Il y a moins de glace, tu vois, il faisait plus chaud, il y avait moins de neige, donc c'est pas ça qui nous gênait. Donc c'est-à-dire qu'on a mal regardé un endroit. Ouais. Donc j'ai fait chier John pour dire, ok, en fait je tiens plus là, trouve-moi un moyen pour retourner la base, j'ai envie de la trouver. Ça me travaillait trop. Et donc on arrive là-bas, je refouille 5-6 minutes, je comprends pas où je dois chercher. Et là j'ai regardé les logs avec les photos des mecs et comme je disais tout à l'heure, j'ai vu la photo d'un mec qui l'a prise sur l'instant, ça se sentait dans son regard, ça se sentait de la façon dont il l'a prise. J'en avais chié aussi. Ouais, qu'il était content de la trouver, il s'est dit putain c'est cool, il est resté sur place, il a pris la photo et je me suis dit ok, l'angle de sa photo elle est comme ça. C'est-à-dire que Mortel. ce mec l'a trouvé de ce côté-là, il se tenait à peu près comme ça fait très expert c'est ça et c'est pas vrai mais c'est l'ambiance que j'avais en tête en tout cas. Et je me suis dit putain, donc ça veut dire qu'il faut que je regarde là. Et là, je regarde le truc, je me dis, ok, ça doit forcément être là. Et donc, je me penche, et là, je vois un tout petit truc, et je me dis, putain, c'est ça, en fait. Ouais. Et le truc que j'avais regardé 12 fois avant, tu vois, tu te dis, putain, c'est pas possible. Comme dans les escape games, quoi. Quand t'as un mec qui dit, j'ai fouillé, il faut toujours refouiller derrière lui, parce que putain. Voilà. Donc, c'était frustrant. J'ai hurlé de joie quand je l'ai trouvé. J'ai dit, putain, enfin, c'est clair. vraiment trop bien. Je confirme. Voilà. C'était une de mes plus belles trouvailles de geocache. Eh ben, ravi de l'avoir partagé avec toi. Vous avez déjà testé ce jeu, le geocaching? Je sais pas si on dit un jeu, une façon de jouer. C'est un jeu, hein. Mais j'en avais entendu parler et en fait tu le vois parce que tu as des rassemblements par moment où tu as des amateurs de géocaching qui forcément ils vont un peu aux mêmes horaires, au même moment et du coup qui se retrouvent à fouiller dans un coin de rue, tu comprends pas pourquoi mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi j'ai jamais testé mais à voir Zef ça C'est donne trop bien. envie. Et toi, Catrus? Ouais, bah c'est Zef qui m'a un peu qui m'a conseillé ça. Alors je suis pas tombé dedans comme lui, moi je le fais de façon tu sais un peu comme ça de temps en temps Sous le manteau. Ouais, sous le manteau ou pendant les vacances. Bah quand on avait été à Lille là, pour l'émission de Comics Outcast, le lendemain, on s'était baladé, on était en groupe quoi, on était 6 tu vois avec un enfant tout ça, puis on se baladait dans le parc dans un parc. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'ils marchaient au hasard, les gens. Et en fait, non, ils faisaient du géocaching, quoi. Et c'était mortel, quoi. On en a trouvé une qui était cachée dans un jouet. C'était un rhinocéros. En plus, c'était à côté du zoo, en face de l'animalerie. Et c'était un rhinocéros qui était qui était coupé en 2. Et en fait, dedans, tu rangeais, tu rangeais le log et tout ça, quoi, qui était caché sous des brindilles, tout ça. Et pareil, j'étais chez des potes du côté de Millau, qui ont une grande propriété, tu sais, à la campagne, donc tout est ouvert, et tu sais pas que c'est une propriété privée, en fait, parce qu'ils ont une route qui monte jusqu'à leur maison. Et un jour, on remonte, et là, on voit des gens, en fait, avec des vélos, quoi. Donc, ils font, qu'est-ce qu'ils foutent, les gens, chez nous, tout ça. Et je fais, soit il y a du Pokémon, soit il y a du géocaching, quoi. Il fait quoi? C'est quoi ça? Et moi, du coup, je sors l'application et je fais ouais, il y a une cache ici qui est en fait dans un tunnel qui est formé, tu sais, pour l'évacuation des eaux.
Les enfants, D'accord. ils appellent ça la grotte au loup. Et ils aiment bien aller dedans et se marrer, tu vois. J'y se faire allais peur dans dedans. ce genre de truc quand j'étais gamin, hein, c'est marrant. Et en fait, il y a une géocache dedans que j'ai pas réussi à trouver. J'ai emmené les enfants, tout ça, j'ai passé 1h30. Et le stress. impossible, j'ai regardé tous les indices et je pense qu'elle est vraiment planquée dans un interstice, tu vois, dans le tunnel, machin quoi. Mais du coup, t'es là, tu fais, putain, faut que je la trouve, faut que je me dise. Et d'ailleurs, les gosses se sont lassés avant moi. Et j'étais dans le tunnel à regarder, j'ai toujours pas trouvé, j'y retournerai la prochaine fois, mais ouais, c'est obsédant en fait. En fait, à partir du moment où tu te mets dedans, tu lâches plus parce que il faut que tu le trouves quoi. Et il y en Ouais, a ça dépend comment tu gères le truc, mais et il y en a des milliers, c'est un truc de ouf quoi. Bah, des millions même. Bah apparemment. ouais, des millions. Enfin, tu vois, c'était vraiment du côté de Millau, un truc, c'est pas paumé, mais c'est la campagne, tu vois, il y a des montagnes, tout ça, et tu regardes sur la carte, tu fais, mais c'est pas possible, peut pas y en avoir autant Ouais, c'est- concentrés c'est- à 1 kilomètre de rayon de moi, tu vois, il y en avait, je Justement, crois, une centaine, quoi. tout ce qui va être c'est fou. chemin pédestre, tout comme ça, en fait, t'en as Ouais. plein. Les gars se régalent dessus, quoi. Et pour finir sur le tarif, parce que voilà, l'appli est gratuite, mais si vous prenez l'appli gratuite, vous avez pas accès à toutes les caches, mais il y a largement de quoi en faire pendant très longtemps. Après, pour 30 € par an, on a toutes les géocaches du monde, et là, ça devient vraiment fat. Et ça donne accès à des stats et des trucs comme ça, genre combien tu en trouves tous les mois, machin, ça c'est trop bien. Et il y a même ils lancent des events régulièrement. Là, en ce moment, on enregistre, il y a un event qui s'appelle le Cache Carnival. Et en fait, à chaque fois que tu vas trouver une cache qui a des favoris, donc favoris, c'est juste les gens qui ont mis cette cache, c'était trop bien, je l'ai favorisé en disant c'est là. Tu vas gagner des points, et quand tu gagnes des points, tu gagnes des récompenses en forme de trophées à l'intérieur. Et là, pour le Cache Carnival, moi j'ai les 4 premières, il manque la dernière, mais c'est quasi impossible à faire, mais voilà. Je pense que je peux essayer de le faire, mais voilà. Ça s'est reseté là, ça va être, ça finit en 15 jours, je crois, un truc comme ça. Et juste pour ajouter, le côté social, en fait, il est super fort. C'est-à-dire que tu pourrais dire, c'est juste du scoring, tu vois, et en fait, non. Parce que quand t'en trouves une, comme tu le disais, quand t'as lu tous les commentaires, t'as envie d'en laisser un, en fait. T'as envie de féliciter la personne, t'as envie de dire OK, t'as envie de laisser un mot, t'as envie de laisser quelque chose, et sans, tu vois, gratuitement, sans forcément vouloir marquer ton territoire ou faire du scoring. Non, quoi. bien sûr. Et ça, c'est cool. Très bien. Et dernière question peut-être, tu disais qu'il y avait une seule application, un seul site, il n'y a pas... Alors, il y a un autre truc qui s'appelle les 6 caches, je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. Faudrait que je regarde, j'ai plus le nom en tête exactement. On va mettre dans la Il y description. a un mode un peu amélioré, je pense, du truc où il y a beaucoup d'énigmes en fait. C'est D'accord. beaucoup en mode d'énigmes. J'ai pas du tout regardé. En fait, quand je me suis inscrit à la base il y a un an, j'ai regardé les deux et j'ai pris géocaching parce que c'est ce dont on me parlait sur le podcast, donc ça me paraissait logique. Mais effectivement, il y a d'autres trucs. Je pense que c'est le plus gros site aujourd'hui de géocaching au monde, sans exagérer. Ouais. Mais il y a forcément des trucs similaires qui existent en plus modeste, je pense. Eh bien, merci Zafia pour cette chronique. C'est le géocaching, c'est accessible partout, c'est gratuit au moins pour commencer, et pourquoi pas payer si on aime beaucoup. Et puis, c'est très fun à jouer, très addictif. Dans le monde du sport, il y a des compétitions annuelles dans lesquelles des équipes s'affrontent pour emporter un titre ou à minima éviter la relégation. Alors certes, aujourd'hui, Anya ne vous parlera pas de Conférence Ouest, de Première Ligue ou de classement de WTA, mais plutôt de Division 2, qui pour le coup n'est autre que le dernier jeu vidéo sorti chez Ubisoft. Désolé pour cette intro pourrie, à toi Non, elle Anya. est bien, moi j'aime Non, bien. ça passe, ça va. passe. Franchement, elle est cool. Ça passe. Eh ben du coup, on t'écoute. Bah écoute, est-ce que vous connaissez The Division déjà? Oui. Oui, de nom, j'ai jamais joué. Ok. Donc, premier opus sorti en 2016 de mémoire. Licence Tom Clancy, je sais pas si vous connaissez, si vous... Ah, quand même, un peu. Bah, je sais pas, il y en a qui... Voilà, bref. Tom Clancy, donc, qui est en fait un pseudo puisqu'il s'appelle réellement Thomas, je ne sais plus quoi, Clancy. Pardon pour... voilà. J'ai mal fait mes devoirs. Eh ben, Qui a sorti une série de bouquins, voilà, sur Rainbow Six, sur pas mal de grosses licences, enfin de grands noms qui ont inspiré pas mal de blockbusters. Tu m'étonnes. Et du coup qui est donc The Division qui fait partie de cette collection là et qui fait son retour après 2 ans de production intensive chez Massive Entertainment, pardon, qui est donc entre autres le studio suédois qui développe The Division.
Et donc, pour vous refaire le topo, pour ceux qui avaient loupé l'histoire du premier, donc ça se passe 7 mois après la propagation du virus vert à travers les États-Unis. Donc, qu'est-ce que c'était le virus vert? C'était grosso modo une attaque terroriste biologique qui a été plus ou moins véhiculée par le biais de billets. Ça s'est passé pendant le Black Friday à New York. Et ça, voilà, empoisonné les 3/4 de la population mondiale, enfin de la population américaine, parce que je sais plus trop si ça a touché. Si, après 7 ans, ouais. Et du coup, donc deuxième opus, nous voici cette fois-ci à Washington, toujours en tant qu'agent de la division. Donc on rejoint la cellule locale pour leur prêter main forte, parce que il s'est passé pas mal de choses en l'espace de 7 mois, puisque en l'absence de toute autorité, plein de factions se sont disputées le contrôle du territoire. Parmi les plus importantes, on retrouve les Yenas, les True Sons, les Outcasts notamment, qui vont chacun occuper des quartiers spécifiques et donc tenter grosso modo de vous mettre des bâtons dans les roues en tant qu'agent. Et donc voilà, sur ce deuxième épisode, c'est plus tellement l'enquête sur la cause de cette attaque biologique, mais c'est plutôt une autre partie, à savoir la reconstruction de la société. Et donc vous allez arriver un peu à Washington pour jouer les shérifs et remettre un peu d'ordre dans tout ce brouhaha. Et accessoirement tenter de reprendre le Capitole, puisque c'est un peu l'objectif clé de ce deuxième opus. Je regarde Kyotrus avec beaucoup d'intensité, là, vous ne le voyez pas, mais parce que j'ai l'impression que je dis absolument de la merde, mais voilà. Il est d'accord. Ok. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lancé The Div 2, c'est le changement d'ambiance. Complètement, ouais, ils ont pris le contre-pied. C'est toujours dans un environnement très urbain, donc on est en pleine ville. Voilà, il y a des voitures partout, il y a des carcasses de voitures, il y a des valises abandonnées, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont toujours là et elles sont assez symboliques au jeu. Contrairement au premier opus qui se passait donc à New York, où c'était vachement brumeux, vachement enneigé. Ouais. Très alors j'ai beaucoup de souvenirs de scènes de nuit où tu voyais voilà la fumée des égouts, c'est très cliché new-yorkais. Et ben là on quitte totalement cette ambiance pour un truc beaucoup plus lumineux. Donc en 7 mois vous pensez bien que la nature a un peu repris ses droits. Donc c'est beaucoup de bâtiments où on voit des arbres, des lierres qui courent sur toute une rue. C'est assez beau, franchement. Il y a eu un gros retravail sur la lumière. À chaque fois que tu te balades dans la rue, t'es tenté de t'arrêter à un moment donné pour prendre un petit screenshot, parce que tu te dis ah putain, là avec le petit rayon de soleil c'est pas mal et tout. On commence à en plus tu voilà, ils ont clairement repris le même principe, à savoir remodéliser enfin voilà tout Washington avec les lieux cultes. Ouais, à l'échelle 1. Ouais, à l'échelle 1. Et c'est vraiment assez plaisant. Donc on fait un peu du tourisme par procuration sur un jeu vidéo, et moi j'adore ce principe-là. Ubi adore aussi. Et franchement c'est super agréable. Non, je fais pas. Du coup c'est super agréable. Moi j'adore ce genre d'ambiance. C'est très j'ai eu plein de moments où je sais pas pourquoi je me suis perdue à me dire putain on dirait le château dans le ciel à ce moment-là et tout. Enfin bref, voilà, c'est pas à ce niveau-là, mais ça s'en rapproche. C'est très immersif. C'est très immersif. Et la map est si grande que ça? C'est ce que vous dites, c'est à l'échelle 1. Alors je sais pas si c'est. C'est ce qu'ils ont annoncé. Ouais, mais en fait je me demande, mais tu te retrouves pas mal à courir. Il y a des moments où vraiment tu traverses des quartiers entiers et tu te dis ouais c'est long là, enfin genre en fait t'aurais aimé trouver un vélo par-ci par-là ou prendre le bus qui est contrôlé par une faction ennemie. Ouais, mais bref, ouais, tu passes pas mal de temps à quand même crapahuter, à faire des roulades parce que c'est cool.
D'accord. Non mais c'est un peu le principe. Non mais Zodive, voilà, c'est en fait t'es tellement frustré parce que tu peux pas sauter, mais par contre tu peux faire des roulades. Donc tu fais des roulades et puis t'as l'impression d'aller plus vite parce que tu fais des roulades, mais Parce que t'as beaucoup joué à Apex avant, hein, comme moi, et quand tu passes à The Division, tu fais putain c'est lent. Ah, tu penses que c'est à lent, cause je peux de pas ça glisser. Mais non, mais oui, mais en Mais fait c'est il y a eu un vieil effet où je me suis dit putain mais oui. c'est oufissime quoi, c'est rigide comme gameplay et ouais, parce qu'il y a des fois où tu te dis bon bah je vais sauter, tu vois, je vais sauter sur la poubelle, sur le camion pour et tu le fais, mais tu le fais parce que à un moment du jeu le mec a dit ouais je vais scripter cet obstacle là et tu vas pouvoir le passer parce qu'il y aura une animation qui va se déclencher. Mais c'est pas le cas partout et c'est là où j'en viens un peu à un des points noirs de ce 9e opus, c'est que pour ceux qui avaient connu le premier épisode, on retrouve quand même pas mal de glitch assez classiques qui vont des trucs gentils genre t'as une porte qui va se fermer, une porte d'une instance qui va se fermer sur toi parce que tes collègues auront passé la porte avant toi quelques secondes avant. L'ennemi qui est à 1 mètre du sol après que tu l'aies tué. L'ennemi qui est à 1 mètre du sol ou qui est dans le mur et qui arrête pas de gueuler, donc t'entends en vocal continuellement un mec en train de gémir tellement il a mal et tu comprends pas d'où ça vient, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est hyper anxiogène quoi. Et en fait tu te rends compte qu'il est dans le mur, donc tu t'essayes de tirer dans le mur comme un gogol pendant 30 minutes et en fait ça ne marche pas. Donc ouais, t'as pas mal de petits trucs comme ça, de glitch très typiques d'un open world en fait finalement, parce que t'auras les mêmes sur GTA et ça va te faire rire pendant pas mal de sessions d'heures de jeu. Sauf que là quand il y a des trucs un peu plus graves, genre où voilà t'as ton perso, tu lances ton gadget et puis il va tomber à travers la map. Enfin bref, parmi tous ces petits bugs graphiques, voilà, ça on retrouve bel et bien la signature de The Division. Et voilà, et finalement avec quand même pas mal d'améliorations. Donc outre l'ambiance, on arrive à Washington, on redécouvre des façons de jouer qui ont complètement changé, enfin ou qui ont amélioré l'expérience du premier. Même si moi, je sais pas pour toi, mais Ketrus, quand je dis ça, je parle à Ketrus qui joue aussi. J'ai trouvé que la narration a été mise vachement au second plan par rapport au premier. Elle est moins présente. Mais si tu fouilles, si tu t'y intéresses, tu la trouves quand même, quoi. Mais elle est un peu moins présente que dans le premier. Elle est différente. Elle est amenée différemment, beaucoup moins importante que sur le premier opus, mais c'est pas si mal parce que du coup on donne plus d'espace à l'action et en fait j'ai l'impression qu'ils ont triplé le nombre de quêtes présentes sur la map. Donc je crois que grosso modo sur le premier je me souviens des campagnes, enfin des instances principales, des missions principales et des quêtes annexes. Je suis pas sûre, je pense que ça a été amené sur le deuxième. Donc aujourd'hui on a des prises de contrôle, de points de contrôle. On a des convois à aller protéger ou à aller arrêter. On a des contrats, donc ce qu'ils appellent des bounties sur des ennemis importants, des factions ennemies. Donc voilà, même si on a ce côté l'histoire passe en second, on trouve pas mal quand même vachement de choses à faire. Donc on retombe sur du farming compétitif où tu vas te passer tes sessions de jeu à tourner en rond juste pour cleaner la map ou pour avancer sur ton fil rouge. En tout cas, ils ont gardé l'essentiel puisqu'on va aussi retrouver la DZ en un petit peu plus amélioré. La Dark Zone, exactement, qui est en fait tout bêtement la zone PVP. Donc tu passes un sas, tu rejoins un serveur dédié à cette Dark Zone et tu vas rejoindre d'autres joueurs qui, comme toi, vont venir soit pour faire des instances particulières, soit pour juste l'amour du challenge.
Et pour looter aussi. Et pour looter, parce que effectivement, c'est là où, en fait, au bout d'un moment, tu vas stacker en termes de leveling et tu vas te dire, bon, bah, on va aller en Dark Zone parce que c'est là où on va finir par trouver du stuff un peu plus intéressant que sur les quêtes principales. Le grand point où ils ont vraiment bien chiadé, c'est, je trouve, finalement, alors donc tu as l'habituel QG avec tous les ateliers de crafting et tout comme le premier, et ils ont ajouté en fait cette notion dont je vous parlais précédemment sur la reconstruction de la société, où tu vas en fait tu vas plus trop ne faire que t'attaquer à des méchants, tu vas aussi devoir protéger des gentils. Donc là, voilà, t'as des survivants de cette attaque biologique qui vont se regrouper et qui vont essayer de s'organiser par campement. Donc t'as des campements qui vont se créer en plein quartier ennemi, et puis toi, ton rôle, ce sera de venir leur prêter main forte. Donc soit de leur apporter des ressources, soit de les protéger en fait des attaques de ces factions qui essayent de leur faire du mal et de leur voler des ressources. Et outre tout ça, une fois que tu as fini le jeu, donc une fois que tu as fini le fil rouge, en fait, tu vas avoir un système de tiers qui va se débloquer, un peu à la Diablo, mais en beaucoup plus simplifié. Voilà, il y a un twist qui va faire à la fin de ta campagne principale qui va faire que tu vas pas crier de victoire de sitôt, donc tu vas encore devoir te battre, cette fois-ci contre les Black Tusk. Et voilà, t'as un système de tiers qui va en fait, à chaque fois que tu vas reprendre une forteresse de la main des Black Tusk, tu vas pouvoir monter en tiers. Pour l'instant, il y en a 4. Et à l'heure où je vous parle et à l'heure où on enregistre, le lendemain, je sais plus la date, mais on aura l'update de Tidal Base 5, qui était en fait l'instance qui était bloquée depuis la sortie et qui va être débloquée suite à ce patch-là pour l'avancer en tier 5. Et aussi le déblocage du mode héroïque qui est en fait le mode le plus difficile qui va être débloqué en termes de difficulté pour les instances. Du coup, c'est des choses qu'ils ont ouvert progressivement depuis la sortie. C'est le premier gros patch qui est prévu et qui va amener ceux qui comme moi stack un peu et qui après 2 jours de jeu commencent à tourner en rond sur les cartes. Quand tu dis 2 jours de jeu, tu dis 48 heures de jeu en jeu, évidemment. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, pardon. Non, je demande, on sait jamais. Acheté avant-hier. J'ai fait 2 jours non-stop. Non, c'est en plusieurs sessions, mais je l'ai quand même. Je pense que je fais partie des joueurs qui l'ont quand même bien retourné, même si j'ai pas été très très énervée au départ, où je l'ai appréhendé un peu lentement. Et finalement, en fait, tu te laisses aller aux farms faciles parce que en fait, t'as tellement de choses qui te popent à la gueule. Tu vas vouloir te balader et en fait pour aller chercher ce qu'ils appellent des intel, donc des indices, c'est généralement des téléphones portables qui en fait sont vont te permettre de tomber sur des conversations d'un ancien temps en fait, d'un ancien temps moderne, juste avant l'attaque biologique, et qui vont te donner des infos méta sur l'histoire et sur ce qui se passe, et parfois ça relie même quelques événements qui se sont passés à New York. Enfin bref, c'est assez sympa. Il y en a énormément, et en plus ils ont compris que les joueurs étaient assez friands de ça, donc maintenant tu as un système de progression où c'est comme les trophées, tu les collectes et tu sais que tu as atteint 30% de trouvailles sur ce quartier pour les Intel ou les SHD. Enfin bref, tout ça pour vous dire que y a énormément de choses à faire. De trucs où tu te dis putain, c'est évident, pourquoi je l'ai pas eu au premier volet, parce que du coup ils l'ont mis sur le deuxième, mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même remis l'accent sur le côté coop, où tu sentais bien que
par rapport au premier opus, te spécialiser dans une classe ou dans une autre, ça servait pas à grand chose parce que in fine tout le monde savait tout faire et tout le monde pouvait tout débloquer. Aujourd'hui, ils ont fait des spécialisations où, alors c'est survivaliste. Si je dis pas de conneries, survivaliste, je sais plus. Je peux être aussi. Il y a 3 classes, donc 3 classes différentes. Une qui est un peu plus au CAC et qui va faire des damages de zone. Et en fait, ces 3 classes vont vous débloquer des armes signatures. Qui seront en fait l'équivalent d'un ultime et pour un FPS, donc une arme où tu auras des balles limitées et où tu pourras pas récupérer ces balles juste en allant dans ton QG. Et c'est des armes qui vont faire hyper mal et qui seront pas modables, pas modifiables, mais dont tu vas pouvoir augmenter la compétence en augmentant justement ta compétence de classe. Donc ils ont un peu plus misé dessus. Je trouve que ça a été un peu plus optimisé, même si tu sens bien que de toute façon, si tu as le temps, tu vas débloquer les 3 classes et finalement tu vas être capable de switcher entre les 3. Après, c'est des styles de jeu différents. Donc, t'en as un qui a un lance-grenade, un autre qui a un crossbow qui va permettre de faire des dégâts de flammes sur une zone, et un troisième qui est une classe snipe assez classique où les headshots vont vous permettre de tripler vos dégâts. Et enfin bref, c'est assez simple, c'est assez basique. Mais ça n'empêche que ça fait vachement plaisir quand on passe 10 minutes sur un mob qui a genre un bouclier de malade et que t'essayes de kite pour pas, enfin voilà, si tu te prends un coup tu meurs quoi. Donc non c'est super cool. Moi je l'attendais parce que j'avais passé énormément de temps sur le premier et je trouve que le deuxième est bien réussi malgré tout. J'ai l'impression parce que voilà le premier a été patché assez violemment dans les derniers mois. Enfin quand je dis les derniers mois, c'était les derniers mois avant le début du développement du deuxième. Et ils avaient amélioré pas mal d'aspects. Maintenant, quand je lance The Div 2, j'ai pas l'impression de forcément lancer un jeu complètement différent. On a une grosse amélioration du gameplay, mais ça n'empêche que il y a un arrière-goût de réchauffé. Et en fait, on se dit finalement, ça aurait été super cool s'il l'avait sorti en DLC. Parce que moi j'aurais bien vu ce système de cette strat market où tu payes un DLC et tu débloques une nouvelle ville avec forcément ses nouveaux quartiers. Et peut-être que le deuxième aurait dû être un peu plus ambitieux et peut-être qu'il l'a été sur les premiers temps et que finalement ils se sont fait calmer par l'équipe market. Mais ouais, je trouve que il manquait d'un truc. Parce que c'est pareil, les mecs, les factions, donc les différentes factions, ils sont sympas parce qu'individuellement tu trouves des intels avec des histoires qui sont liées à ces factions-là, mais outre mesure, en termes de DA, c'est pas très différenciant, si ce n'est que tu t'identifies bien les tanks et ce que j'appelle la marmaille, donc le mob facile à dégommer. Et ouais, en fait, ça aurait pu être n'importe qui en fait. Et je trouve que ça manquait énormément de charisme de ce côté-là. Catrice est pas du tout d'accord. Mais ouais, il y a un côté où je me dis, en fait, j'aurais préféré qu'ils amènent autre chose avec la narration que juste, t'es le dernier pilier de l'humanité, donc c'est sur toi que tout repose, quoi. Mais du coup, tu parles de contenu réchauffé et en même temps de choses qui arrivent progressivement. Est-ce qu'il n'y a pas un plan dans la roadmap qui fait qu'ils vont apporter je pense que ça a été fait intelligemment et qu'effectivement, déjà, on a Tidal qui arrive donc sous peu. Et je pense que les mois à venir vont être ponctués par des petits events ou des nouvelles instances qui vont être débloquées au fur et à mesure. Donc voilà, je pense qu'on s'ennuie. Enfin voilà, vous vous ennuierez pas, c'est clair. Enfin, je veux dire, il y a la communauté The Div est quand même
est pas très nombreuse si on la compare à d'autres communautés, mais ça n'empêche que les mecs sont vachement proactifs, les devs sont proactifs, ils sont vachement à l'écoute de la communauté et des feedbacks de joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, moi je suis la première à le faire, mais voilà, dès que vous vous retrouvez coincé et que vous ne trouvez pas la solution sur un FAQ, postez des trucs sur leur forum, les devs sont vraiment à l'écoute. Et voilà, ils font au mieux et ça se sent et ils le font avec amour. Quetrus, j'ai toujours du mal. C'est pas grave. Toi, du coup, ton avis, il avait l'air un peu moins négatif. Non, moi, un peu moins négatif. Je trouve que c'est pas du réchauffé, c'est c'est la même licence. Donc en fait, tu retrouves les mêmes recettes, tu retrouves la même chose. C'est un RPG. Enfin, c'est le RPG Tom Clancy. Je crois qu'il y en a pas d'autres parce que Wildlands c'est plus, c'est un peu autre chose. Du coup, tu retrouves tout ce que t'avais au début dans The Division, alors montée de niveau, plein de builds différents, du loot à gogo, des statistiques partout, enfin énormément d'ailleurs de statistiques, énormément de builds différents, énormément d'armes différentes, énormément de compétences différentes. Et dans chaque, maintenant t'en as 10 je crois ou 8. Alors avant t'en avais 4 ou 5. Ouais. Et dans chaque compétence t'as 4 spécialisations différentes, que 4 ou 5 ça dépend, sur lesquelles tu peux mettre des modes pour les différencier ou pour les booster, pour changer ton build. Donc si tu veux faire du RPG moderne, en tout cas tu vas être servi. Mais c'est pas que ça aussi, parce que t'as toute la phase d'exploration qui est incroyable. C'est-à-dire que tu peux passer des heures à te balader. Alors, je dirais un peu comme dans Red Dead, mais c'est complètement différent. Le jeu est un peu moins beau, c'est moins contemplatif, etc. N'empêche que les détails sont ouf. C'est-à-dire que t'as vraiment une ville post-apo, quoi. T'as avec, comme tu disais, il y a des valises partout. Et si tu prends vraiment le temps de regarder, tu te dis, ah ouais, il s'est passé ça, en fait. Ah merde. Oh putain, la famille est morte là en allant chercher de l'eau, des trucs comme ça. T'as les enregistrements que tu trouves, les enregistrements audio qui donnent beaucoup d'infos aussi si tu veux en apprendre un peu plus sur le monde, sur ce qui s'est passé, les différentes factions. On te rappelle des personnages que tu connaissais dans le 1, qui étaient responsables du virus ou qui avaient trahi, etc. la division. Au niveau de la narration, elle est moins dirigiste que dans le 1, qui était assez pas tunnel, mais un peu quand même, tu vois. Ouais. Tu devais vraiment suivre l'émission un peu dans l'ordre. Là, ils t'engagent à le faire, mais pas vraiment. Mais ils ont enrichi tout le reste. C'est-à-dire qu'ils ont enrichi... là, t'as l'impression d'avoir une communauté humaine qui est en train de se reconstruire. Avec les refuges, c'est-à-dire ils construisent les refuges sur le haut des immeubles. Et toi, tu vas les aider à améliorer. Donc, en fait, ils vont faire l'hydroponie, ils vont inventer des systèmes pour avoir de l'électricité, ce genre de choses. T'as les petits-enfants qui jouent dans le refuge, des trucs comme ça. Donc, en fait, si tu t'intéresses un peu à ça, tu t'es servi et t'as énormément de détails qui t'arrivent, beaucoup de choses à lire sur le monde, etc. Et voilà, ils ont aussi amélioré l'IA des ennemis, qui est carrément beaucoup plus dur que dans le 1. Dans le 1, en fait, tu t'emmerdais un peu jusqu'au niveau 30, on va dire quand même. Ouais, carrément. Qui était le niveau maximal. Alors que là, en fait, t'arrives tout seul, niveau 1, tu te fais défoncer, tu fais ton show. T'es là, tu fais, ouais, mais c'est bon, c'est comme dans le 1, je vais y aller en solo. Mais pas du tout. Il y a un point de contrôle au début, je l'ai fait, mais 12 fois. Alors, avant de comprendre qu'il faut appeler à l'aide ou il faut rejoindre les gens, parce qu'en fait, tu peux appeler à l'aide quand tu meurs, et ça envoie des signaux, alors je sais pas comment ils se démerdent au niveau des serveurs, des signaux à d'autres joueurs. Et donc, des fois, t'en reçois aussi et tu dis, OK, bah, je vais aller l'aider et tu t'es loadé sur sa session. Et tu vas l'aider parce qu'en fait, le jeu te pousse à jouer en coop parce que tout seul, ça devient carrément impossible. Sauf si, comme moi, tu t'amuses à être sneaky et aller rechercher des intels, chercher des œuvres d'art qui ont été perdues, qu'il faut retrouver, des trucs comme ça. Et tu t'es dans une autre ambiance, quoi. Mais ils ont apporté vraiment beaucoup de choses par rapport au premier. Alors, tu perds un peu le côté... enneigé qui était très claustrophobique un peu du premier, où quand t'étais dans une tempête de blizzard, tu voyais 1 mètre ou 2 quoi, à peine. D'accord. Avec la neige qui arrivait, et c'était très flippant. Maintenant t'as l'équivalent avec quand t'as des orages, exactement. Dire, ouais. Alors que là c'est Washington, donc t'as beaucoup plus de parcs, t'as beaucoup moins de gratte-ciel, de buildings, t'as plus de quartiers résidentiels que à New York. Donc t'as une ambiance un peu moins oppressante au début. Enfin, pas qu'au début d'ailleurs, c'est un peu moins oppressant, mais c'est différent, tu vis autre chose et je trouve que, voilà, moi j'aurais qu'une envie, c'est qu'ils fassent un truc comme ça à Paris, tu vois.
un jeu comme ça, un Division ou autre post-apo dans Paris, enfin ce serait ouf quoi, parce que tu t'intéresses un peu comme un touriste armé de gun et qui est là pour buter des mecs dans une ville complètement dévastée, certes, mais tu fais quand même le touriste. Et je te dis, moi je cherche encore la statue de Lincoln, en fait, je l'ai pas trouvée. La base principale elle est dans la Maison Blanche, donc en fait tu cherches le bureau ovale, tout ça. À un moment donné, il faut que tu secours le président, que tu ramènes, et puis des trucs sur le président. Quand tu l'amènes, en fait, quand tu le ramènes à la Maison Blanche, ça augmente le niveau de ta Maison Blanche, donc il y a des nouvelles ailes qui s'ouvrent, et tu découvres des enregistrements audio, par exemple du président américain qui a parlé avec son homologue mexicain. Et tu te rends compte que l'homologue mexicain a refusé de laisser rentrer dans son pays des réfugiés américains qui fuient le virus vert. Et en fait, c'est bourré de détails comme ça. Alors, tu peux prendre le jeu comme un bourrin et te dire, moi, je veux faire du RPG, je veux faire du leveling, je vais looter comme un bâtard et puis je vais me faire le meilleur build et je vais tout défoncer en PVP. Mais tu peux aussi prendre autrement, c'est d'ailleurs plus cool, jouer avec tes potes, jouer en solo, te faire une pause où tu vas réécouter les enregistrements audio pardon, et te dire ah ouais ok d'accord il s'est passé ça etc. C'est un jeu hyper riche, tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas t'ennuyer à ce jeu, ou alors faut pas jouer à ce jeu-là si tu t'ennuies, parce que c'est que t'as pas compris quel jeu c'était quoi. Donc ouais, moi c'est un grand oui. On avait vachement joué avec des potes au premier, et là on était hyper contents d'avoir le 2 quoi. Et on recommence pour moi c'est une réussite quoi. Bah en fait moi alors voilà, outre le fait que je dépeigne voilà le côté réchauffé et tout, ça n'empêche que t'as quand même ce que tu disais tout à l'heure, l'enrichissement des camps. Donc en fait ils ont vachement mis l'accent dessus parce que ils te le présentent sous forme de projet, donc c'est des mini quests qui vont se régénérer au fur et à mesure, et c'est de l'ordre de tu dois leur donner tant de ressources en tech, tant de ressources en alimentation, ou clairement des Kevlar pour pouvoir protéger la population locale. Et en fait tu vas voir le camp évoluer en temps réel, où à chaque fois que tu vas pouvoir remplir un projet, tu reviens dans le camp en question pour en parler avec le mec qui régit un peu tout ce monde-là, et il va te dire écoute, grâce à ce que tu nous as donné là, on a construit une école, et donc tu vois tous ces petits ateliers poussés. En fait à chaque fois t'as des sortes de vidéos d'intro qui vont te dire le récap de ce que t'as débloqué, et des fois c'est lors d'un barbecue, c'est complètement stupide, mais en fait ça fait plaisir parce que quelques minutes plus tard, tu voyais des enfants crever la dalle, et finalement, ces enfants, ils arrivent à manger parce que tu leur as fourni du matériel pour pouvoir collecter de la nourriture ou ce genre de choses. Et ça, et en fait, moi, je regrette qu'ils aient pas mis l'accent sur ça, parce que du coup, c'est que des petites quêtes. Ouais, mais parce que je pense qu'ils voulaient pas arrêter les joueurs hardcore, tu vois, qui s'en foutent des cinématiques ou des trucs comme ça. Parce que en fait, c'est franchement ce qui m'a manqué, et en fait je pense qu'il aurait pas fallu grand chose pour me dire ok là j'accepte, tu vois. Mais moi un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils font pas parler ton personnage. Ça c'est tu vois, c'est un peu jamais. Ça c'est con quoi. Enfin je veux dire tu joues à Red Dead, ton perso c'est toujours le même. C'est un peu frustrant. Mais là ils auraient pu faire une voix féminine, une voix masculine, c'est une façon de dépersonnaliser ou pas le joueur en fait. Ouais, mais c'est des fois ça fait vraiment con, parce que des fois t'en as des cinématiques où les gens parlent et t'es quand même l'agent de ouf qui vient de faire un truc de malade, et t'es quand même un agent de ouf. En vrai t'es vraiment ça. C'est vraiment le héros en fait. Quand t'arrives, ils sont contents les gens quoi, parce qu'ils se disent putain enfin on va s'en sortir quoi. Et là t'as ton personnage, alors certes modélisé comme tu l'as voulu, qui fait le petit sourire et puis qui tourne qui tourne la tête, puis qui se barre. Non, il est modeste, il a du charisme sans pouvoir vous en parler. La meuf elle vient juste te dire que son gosse il est prisonnier, qu'il faut aller les libérer. Toi tu hoches la tête. D'accord. Bon bref, mais bon voilà, il est pas parfait mais il est pas parfait, mais même dans l'imperfection, enfin je veux dire moi je trouve ça trop cool aujourd'hui de tomber sur un jeu multi entre guillemets coop, où t'as pas un pet de lag, et au pire celui qui hoste la partie se fait dégager et puis c'est quelqu'un d'autre qui hoste, mais voilà. Très bien. Merci à vous deux pour cette chronique. Vous avez été très bavard, c'est cool. Et en tout cas, ça donne envie. Et c'est cool d'avoir une expérience un peu différente en fonction du joueur, qui peut à la fois s'orienter en solo ou un peu plus multi, voire bourrin, en fonction de la façon dont vous aimez jouer.
Et c'est donc The Division 2 qui est disponible sur toutes les plateformes depuis la mi-mars. Et c'est, je sais pas, une cinquantaine d'euros, 15 je crois. mars, 50, 60 euros. Très bien, merci beaucoup Anya. Ça n'est pas encore la fin de ce Contrecast, mais c'est peut-être déjà l'arrivée de la fin des temps, au moins dans l'histoire dont va nous parler aujourd'hui Gutrus. Dis-nous tout sur De Bons Présages, ou plutôt Good Omens dans son titre original. Ouais, alors même que le titre original est plus long que ça. Ah. Mais alors, du coup, je l'ai pas retrouvé. Tu as pas dans le bouquin? Peut-être que tu l'as dans le bouquin qui est situé juste dans le bouquin, c'est vrai, sur la qui est table. juste à côté de Sur moi. la première page. par exemple. Le titre Sur la américain. couverture. Donc là, nous assistons en direct. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. C'est un titre à rallonge, comme l'aime bien Terry Pratchett. Mais bon, oui, en anglais, c'est The Good Omens ou De Bons Présages en français. Et c'est un roman de Terry Pratchett. Alors, Terry Pratchett, il a fait Le Peuple du Tapis, qui est, en fait, il raconte l'histoire des petits gnomes qui vivent dans un tapis. C'est très drôle. Il a fait Le Grand Livre des Gnomes aussi. Et il a fait surtout le Disque Monde, Les Annales du Disque Monde. Je sais pas si vous connaissez. Qui est une série de romans, alors je sais pas, il y en a une 30, 35, un truc comme ça. Ouais, j'ai jamais aimé. Ouais. Ouais, t'as aimé, alors c'est ça, mais ça on va en parler. En vrai, j'ai fait les jeux vidéo, donc c'est ça. T'as fait les jeux vidéo, bon, moi je les ai même pas fait. Qui est un auteur avec un humour complètement absurde, tu vois, un peu à la Le Guide du Voyageur intergalactique, mais encore plus poussé quoi. Mais c'est des romans, enfin moi j'adore, c'est un type d'humour que j'adore. Et le deuxième auteur c'est Neil Gaiman, alors non pareil, non moins célèbre, hein, qui a fait par exemple The Sandman, qui a fait Neverwhere, Coraline, American Gods, qui est aussi sorti en série d'ailleurs et qui en est à la deuxième saison. Voilà, alors Neil Gaiman c'est un peu plus sérieux, il est moins dans l'humour absurde, c'est plutôt quelqu'un qui va s'intéresser à la personnification, à l'humanisation des divinités, ou des concepts un peu ésotériques et ce genre de choses. Et donc les deux Anglais qui se connaissaient ont décidé de faire ce bouquin qui s'appelle De Bons Présages. C'est quoi De Bons Présages? Comme tu le disais, en fait, c'est l'histoire de la venue de l'Antéchrist, la naissance de l'Antéchrist arrivé sur Terre, dont vont devoir s'occuper, en tout cas de façon aléatoire, on va dire, un ange et un démon qui est un ange déchu. Alors d'ailleurs il est pas que déchu, il est plutôt trébuché, il a pas juste déchu, c'est ce que dit l'auteur. Et tu te rends compte que donc c'est Rampa, qui s'appelait Rampant avant, qui était le serpent dans l'Éden, qui a donc donné le péché originel, et Aziraphale, qui était l'ange qui devait garder le jardin d'Éden. Qui devait garder le jardin d'Éden et qui a d'ailleurs filé son épée au feu à Adam et Ève parce que les pauvres avaient froid et que voilà, donc il leur a permis de découvrir. Donc déjà tu découvres dès le début du roman que ces deux-là ont fait un peu n'importe quoi parce que même le serpent n'a pas complètement rempli sa mission et ont donné l'humilité. Et donc ces deux compères sont sur Terre depuis 6000 ans. 6000 ans, pourquoi? Parce que la Terre a été créée le 21... Attends, j'ai la date, c'est le dimanche 21 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin. Parce que Dieu aime travailler le matin parce qu'il est frais et dispo. Le dimanche. Voilà, donc on apprend que le monde est balance, et de signes astrologiques balance. Et donc ils sont là depuis 6000 ans, et là depuis 6000 ans, ils sont vachement habitués en fait à la vie humaine, et à ses travers, à ses désavantages, mais aussi, enfin ses inconvénients, mais aussi à ses avantages. Et donc le démon, lui, il aime bien faire un peu du mal, mais pas trop quoi. Et l'ange aussi, il aime bien faire du bien, mais il aime pas trop emmerder Rampa, qui est devenu en fait son pote. Et en l'an 1020, alors en l'an 1020, je crois que c'est Aziraphale qui propose un accord avec un grand A à Rampa, et Rampa l'accepte en 1023. Pour vous situer. Et en fait, en gros, il décide que l'homme a son libre arbitre et que pour savoir si on va l'orienter du côté du mal ou du côté du bien, il faut que ce soit égal. C'est-à-dire qu'il faut pas que les mecs commencent déjà, tu vois, le mec qui commence dans un bidonville, il a moins de chance que le mec qui commence dans une banlieue UP, ce genre de choses. Donc en fait, ils vont toujours essayer de faire en sorte, en cachant à leurs supérieurs bien sûr, que les gens ont leur chance et que leur influence vers le côté du bien ou le côté du mal sera équilibrée et viendra de leur libre arbitre. Ok. Voilà. Très bien. Ils sont devenus potes en fait.
Donc Rampa, c'est un démon. Donc c'était rampant, c'était le serpent originel. C'est un démon plutôt à la cool, tu vois, qui aime bien boire, machin, qui aime bien faire des petites saloperies. Par exemple, l'interstate qu'il y a autour de Londres, il a fait en sorte, à coup de gros projets, de pots de vin, etc., qu'elle forme en fait un glyphe. Qui veut dire je sais plus quoi, un glyphe démoniaque qui fait en fait qu'il y a tous ces embouteillages autour de Londres. Il a une Bentley aussi qu'il adore, qu'il a depuis 1940 à peu près, et en fait au bout de 15 jours, toute cassette qu'il y a dans sa Bentley se transforme en Best of the Queen. Ce genre de truc. Aziraphale, lui, il est passionné de bouquins en fait, donc il est depuis des années, depuis des siècles, il est bouquiniste et il collectionne les bouquins, mais il fait en sorte que personne n'achète de bouquins chez lui parce que en fait ça sert plus de couverture et de bibliothèque à lui-même qu'autre chose. D'ailleurs, il collectionne plein de bibles qui ont des erreurs d'impression, etc. pour faire les trucs. Et donc au début du roman, Rampa se fait convoquer par deux démons majeurs qui lui disent tiens voilà, dans ce panier c'est l'Antéchrist, tu vas recevoir des instructions et tu vas devoir faire un échange de bébés. Donc il y va, ça le fait un peu chier parce que c'est lui qui est responsable de ça et qu'il a vraiment pas envie de se taper une responsabilité comme ça de gérer l'Antéchrist, et que en plus il sait que si l'apocalypse arrive, toute sa vie à la cool, tu vois, un peu à la style humaine, il va le perdre quoi. Donc il le fait quand même parce que c'est son boulot, et il emmène le bébé à l'ordre babillard de Sainte-Béryl. L'ordre babillard de Sainte-Béryl, ça a été créé parce qu'il y a une femme pendant le Moyen-Âge qui a reçu un don de Dieu qui fait qu'elle parle tout le temps. Donc en fait, les nonnes qui sont dans ce couvent ont fait vœu de parler tout le temps, de tout et de rien. Et par contre, elles ont quand même droit à 1 heure de repos de silence le dimanche. Il amène donc ce bébé prêt pour l'échange. Donc les nonnes sont au courant parce qu'en fait, elles suivent un ordre satanique aussi en parallèle et elles vont échanger le bébé. La drogue. La drogue. Sauf que... Mais c'est marrant parce que tu sens bien les pendants de Neil Gaiman au mélange de Pratchett, mais alors ça se sent mais grave, c'est ça, quand tu connais les deux tu sens sans conteste. Exactement. Et mais évidemment ça va mal se passer. Parce qu'en parlant un peu trop avec le père, il y a une nonne qui a voulu échanger les bébés, qui a fait un clin d'œil à sa sœur supérieure, et en fait il décrit que le clin d'œil a eu 4 significations différentes en fonction de qui l'a fait et comment il l'a perçu, et les bébés ont mal été échangés. Okay. Donc en fait l'Antéchrist va s'appeler Adam et va vivre dans une banlieue un peu reculée de Londres, assez loin de Londres, dans une famille tout à fait normale, et l'autre bébé, donc qu'il pense être l'Antéchrist, va être appelé Abaddon et va être élevé dans une famille huppée de Londres. Voilà. D'ailleurs, Abaddon, tu vois, parce que du coup, après, Rampa et Aziraphale discutent entre eux, ils disent on veut pas trop que ça parte, en fait, ils veulent qu'aucun des camps gagne. Ouais, ils veulent un statu quo et ils veulent que ça reste comme ça et que jusqu'à l'éternité, eux, ils vivent tranquillement sur Terre. Donc en fait, par exemple, ils font en sorte que la nounou d'Abaddon, c'est la nounou Astaros. Elle lui raconte des berceuses un peu gore, racontant des gens décapités, des gens brûlés. Et en fait, son jardinier François, lui, va lui dire qu'il faut être gentil avec les animaux, les pousses vertes, etc., etc. Tout en sachant pas que c'est pas le bon Antéchrist. Et tout ça va se passer. Et en fait, au 11e anniversaire de cet enfant, normalement, ils envoient un chien des enfers, un gros chien des enfers, un bon, tu vois, style Cerbère, mais avec une seule tête. Et au moment où le chien des enfers doit arriver, l'enfant doit nommer le chien, et en fonction de ce qu'il va nommer, donc terreur, colère, massacre, meurtre, etc., ça va donner un peu le ton et le ton de l'apocalypse qui va arriver. Sauf que évidemment le chien n'arrive pas à cet anniversaire, mais arrive chez Adam, qui lui est un petit garçon un peu normal, de la banlieue londonienne éloignée. Il va l'appeler Toutou, et du coup et le chien décrit, alors c'est très drôle parce que t'as toute une description du chien qui arrive, oui, quand mon maître va arriver, je ferai ce qu'il m'ordonnera et je tuerai si je dois tuer, etc. Et quand l'autre il appelle Toutou, il fait je me sens d'un seul coup plus calme et j'ai une irrépressible envie de remuer la queue. Voilà. Donc t'es un peu, voilà, ça donne le ton à ce roman. On va bien sûr avoir les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et donc la guerre, c'est une marchande d'armes au début
qui elle s'amuse à foutre la merde en fait dans des villages reculés. Par exemple, la première fois qu'on la voit, elle va en Afrique avec une petite camionnette qui évidemment tombe en panne dans un village. C'est un État d'Afrique à qui on a donné son indépendance parce qu'il avait aucune ressource et qu'il servait à rien. C'est un État où il n'y a pas de guerre, il y a pas de conflit, etc. Et au bout de 2 semaines, elle a réussi à foutre la merde. Tout le monde se bat, tout le monde s'entretue, etc. T'as Famine. C'est un romancier éditeur new-yorkais. Lui, il vend des livres sur le régime. Et t'as une scène... mais c'est tellement bien pensé. T'as une scène où t'as quelqu'un qui d'abord il le décrit comme un squelette en fait et livide. Et tu fais putain, mais il est dans un truc un peu spécial, tu vois, genre American Gods, il y a des dieux, il y a rien. En fait, non, c'est une des mannequins les plus connues de New York qui vient lui faire dédicacer son livre. Et ils sont en train de lancer une grande chaîne de restaurants à travers le monde justement pour foutre la merde. T'as Pollution qui a remplacé Pestilence. Alors Pestilence, il a arrêté parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a inventé la pénicilline, ça l'a saoulé, donc en fait, il a pris sa retraite. Et Pollution, alors c'est quelqu'un qu'on appelle aussi Neige ou Blanc ou Craie, enfin ce genre de truc, quelqu'un très blanchâtre, très commun et qui a toujours des petits postes en fait. Mais en fait, on se rend compte qu'il est responsable du moteur à explosion, de l'invention du plastique, etc. Ouais. Et la première fois où on le voit, il est dans un pétrolier où il est aussi à faire en sorte que les mecs soient tous bourrés et puis il a lancé le dégazage. Ça a foutu la merde, etc. Et bon, ce genre de truc, voilà. En fait, c'est un peu le ton du roman. Je vais pas en dire plus. Attends, les derniers, là, ça. Mort. Ah bah, Mort, c'est comme, elle est présente partout. Et c'est comme dans l'Anel du Disque Monde, elle parle tout le temps en majuscule. Ouais, d'accord. Et elle est très cynique, voilà. Ce genre de truc. Donc voilà, c'est un roman que je me suis remis à lire parce que j'avais adoré ce roman parce que je suis fan de Pratchett et Gaiman et que justement la série va sortir, alors une série en 6 épisodes. Ah non, il y a une saison, 6 épisodes, ça va être fini et ça va sortir sur Amazon Prime fin mai, le 31 mai. Trop bien. Voilà, et dedans il y a David Tennant d'ailleurs, donc The Doctor Who, pour ne citer que ce rôle, d'ailleurs, enfin, tout le monde le connaît pour ça. Et Rolf Perlman. Purple Man. Ah, Purple Man, exact. Ah oui, dans Jessica Jones, c'est exactement aussi. Donc voilà, et je vous engage à essayer de le lire. Si vous connaissez déjà Pratchett que vous aimez, foncez parce que c'est fantastique. Pareil, si vous aimez Gaiman, foncez parce que aussi on retrouve sa patte. Mais les deux font un mélange très bizarre, mais qui marche. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est peut être très lourd à lire. Parce qu'en fait, ça délire tout le temps, ça digresse en permanence. Et des fois, ça part d'une situation et puis il va te décrire tout un truc, genre comme le clignement d'œil en fait. Ah ouais. La mère supérieure qui arrive dans la salle où la nonne est en train d'échanger les bébés et discuter avec le père, elles font chacun un clin d'œil et il fait alors quand elle a fait le clin d'œil, ça voulait dire que et elle quand elle a vu le clin d'œil, ça voulait dire que etc. Et c'est n'importe quoi, c'est complètement délire et c'est complètement absurde. Mais voilà, moi j'adore. Zef, on t'a vu réagir. Non, mais Pratchett, c'est pour ça que j'ai du mal avec Pratchett, en fait. C'est la digression en permanence. Et du coup, c'est très dur, ouais. Je trouve ça délicat, en fait, pour moi, mais, je l'ai lu j'ai commencé il y a très longtemps. J'étais vraiment ado et, il faudrait peut-être que je me remette dessus, mais celui-ci me donne vraiment envie pour le coup. Parce que Gaiman, c'est un auteur que j'adore, hein, vraiment. Que j'aime de tout mon cœur et donc je pense que le mélange me fera mieux passer du Pratchett et peut-être même me faire aimer donc ils avaient expliqué comment ils s'étaient partagés les trucs, je sais plus exactement, mais ils sont partagés ce qu'ils savent faire en fait. Ouais, mais en fait ce qui me gêne, c'est que tu vois, rien que dans ta description en fait tu sens exactement qui a fait quoi en fait. Donc c'est je dis pas que c'est dommage, j'ai très envie de le lire, donc me prenez pas sur ce que je vais dire, mais du coup je trouve qu'il y a pas de mélange en fait de genre, il y a juste des découpages de genre, et je trouve ça dommage sur deux bons auteurs comme ça qui est peut-être mais après il faut le lire pour se rendre compte du truc. Ça se mixe plus quoi. Mais voilà, tu vois, là je vous ai raconté à peu près les 100 premières pages en fait. À peu près jusqu'à l'anniversaire des 11 ans, ça c'est à peu près les 100 premières pages et voilà, ça prend son temps quoi. Ça prend son temps. Le truc fait 150 donc ça va, c'est pas non, un peu plus, non. Il fait 500 à peu près. Non, je pense. Ouais, 400. Ouais, 400 et quelques quoi. Voilà. Et c'est c'est le seul bouquin qu'ils ont écrit tous les deux ensemble ? Ouais. Et Pratchett est mort malheureusement. OK. Ouais. Et donc la série, il n'y a pas eu d'autres adaptations aussi en plus Alors il y a une adaptation radiophonique à la BBC, comme ça se fait pas mal. Il semblerait qu'il y aurait peut-être une adaptation au cinéma, mais ça a toujours traîné. Devait y avoir une série avant, mais comme Pratchett est mort, ça s'est pas fait. Et là, en fait, Neil Gaiman a vraiment repris. En fait, il a pris en charge la série. C'est-à-dire que ça, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que en tant que showrunner, alors je sais pas exactement tout ce que ça englobe. Je pense que ça va être producteur un peu exécutif, ce genre de truc. Il a réécrit le scénario.
Et comme ils étaient vraiment en potes et qu'il dit qu'il veut lui rendre hommage, je pense que cette série va être fidèle au roman et mortelle en fait. Moi, j'en peux plus d'attendre. C'est pour ça que je relis. D'accord. Et enfin, je sais plus ce que je veux dire. Tu as 6 épisodes de la série, c'est ça? Et c'est en termes de durée, on se dit déjà 6 fois 1 heure. C'est 6 fois 1 heure, d'accord. Ouais, donc enfin, c'est un très gros film. En fait, ils ont peut-être pas besoin de refaire un film derrière. Peut-être pas, non. Ouais. Zef, du coup, tu l'avais pas lu celui-ci encore? Non, du tout. Mais la série, j'en avais entendu parler. Effectivement, j'ai vu des extraits, des trailers comme ça, donc ça me donnait très envie de base. Le thème me parle vachement de base, donc oui, bien sûr, c'est un truc. J'ai très envie de lire le bouquin, mais je vais regarder la série d'abord, je pense. Parce que j'ai pas le temps de lire en ce moment. Ouais, si vous avez pas le courage de le lire, regardez la série. J'espère qu'elle sera bien adaptée. Ouais, je pense que je vais la regarder parce que j'en reparlerai sûrement dans les coups de cœur. Eh ben pourquoi pas. Anya, tu connaissais? Évidemment, je connais les deux. Après, je l'ai pas lu celui-là. Ça fait partie de ceux que je n'ai pas lu et j'avoue que le pitch me tente pas mal. J'adore l'absurdité et je pense que ça va me plaire en fait. Ouais, ça a l'air plutôt absurde. Eh bien, c'était de bons présages. Merci Ketrus de cette chronique. Donc, c'est dispo un peu partout depuis 1990. Donc, je pense que c'est ça. Oui, vous le trouvez en poche. Voilà, 5-7 euros. Vous pouvez me le trouver en occasion, je pense. Ah, du coup, juste la réflexion, en fait, de savoir que le monde est balance, ça paraît logique. C'est trop cool, exactement. En fait. Oui. Ça paraît vachement logique. Ouais. En fait, je me suis fait la réflexion quand tu l'as dit, mais c'est bien. Ça n'est pas qu'un détail, finalement. Merci beaucoup. C'est l'heure de faire un rapide point sur le fil rouge 2019 avec nos différents défis respectifs. Je vais commencer par être le mauvais élève, parce que sachez que j'ai absolument rien lu ce dernier mois. Ah non, mais t'as pas le droit de faire ça. Et du coup, je vais devoir rattraper, parce que je peux pas rester là-dessus, donc je vais mettre double dose. Voilà, les bouchées doubles pour le mois prochain. Et du coup, je vais directement passer la parole à Zéchiriel, qui lui a un peu plus avancé, je pense, dans son défi. Alors mon défi c'était de faire, mon défi c'était faire une box donc de Hunt Killer par mois. Quand j'avais commencé le défi, j'étais à la boîte numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. Là, aujourd'hui, je suis à la boîte 1 de la saison 2, donc j'ai fini les 4 autres boîtes. En fait, j'ai fait la saison 1 qui était en 8 épisodes. Ouais, t'es dans les temps. Je suis plus qu'en avance. Ouais. J'ai continué mes reportings sur mon blog, mais je suis à la bourre là-dessus. Ça, en fait, ça me prend énormément de temps. C'est affolant, en fait, tous les détails que j'essaie de mettre dedans. Mais ouais, donc j'ai fini la saison 1. C'était très, 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 très excitant. J'ai kiffé ma race, mais très longuement. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'énigmes qui m'ont pris un temps fou. Je crois que j'ai pu, sur les dernières boîtes, j'ai dû passer en tout peut-être 2 fois 7 ou 2 fois 8 heures, un truc comme ça. Là, j'ai commencé donc la saison 2, épisode 1. Qui est affiché au mur derrière toi, et donc du coup je me retourne. Vas-y, retourne-toi. Et donc j'ai vu. Du coup voilà, je vais enchaîner ça au mois d'avril. Je crois j'ai 2 soirées spécifiques pour me faire avancer sur les 2 box. C'est énorme. Il y a pas grand chose en fait, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a pas grand chose par rapport à la fois précédente. Pardon, oui, mais parce que là il y a qu'une boîte. En fait, donc il y a 3 lettres, 2 articles, un article de journal. Un dossier médical, j'ai mis des post-it pour les questions que je me posais et la résolution de certaines énigmes. Il y a une montre à gousset. J'ai fait des fils rouges pour relier les différents points et les questionnements que je me pose. Et voilà. Et donc là, c'est que la première boîte. Là, il y a 3 heures, je crois, 3 heures de jeu, grosso modo. Il y a juste une grosse énigme avec une lettre qui est un peu relou à faire, mais qui était assez simple. Et pour le reste, voilà. Je pense que mi-avril, j'ai une soirée spécifique pour ça, pour la saison de la boîte 2. Et fin avril, encore pour la boîte 3. Donc c'est assez cool. C'est quand même cool. Est-ce que du coup, quand tu passes devant, tu te dis attends, faut que je regarde un truc. Ouais, ça t'arrive bien sûr. Ah, c'est vraiment débile, mais c'est que de l'enquête, donc tu relis en fait. Très souvent, c'est pas vrai. Ça m'arrive une fois de temps en temps, je prends le dossier médical et je relis une note qu'il y avait dedans pour me dire ok, en fait, il y a peut-être ça qui ressort. Je le note sur un carnet que j'ai dans ma grosse boîte à côté. Bref, donc je suis bien. J'avance. C'est plutôt cool. Ouais. À toi, Anya, qui cette fois-ci n'a pas triché en présentant un jeu indépendant. T'as vu ? C'est bien. Je me suis bloquée pour pas le faire. Donc, je vous avais parlé sur l'ancien... Frambo. Je vous avais parlé de Frambo. Attends, si je refais le compte, j'ai démarré en retard, puisque je vous ai rejoint un peu après. Ouais, j'ai loupé un mois, je pense. Ceci étant, j'ai eu The Gardens Between, j'ai eu Frambo. C'est ça. J'ai eu Stillness of the Wind,
dont j'ai brièvement Ah oui, c'est parlé. Oui, tout à fait. Mais que tu j'ai- recommandes pas spécialement Mais de mémoire. ouais, trop lent. Trop lent, beau, mais trop lent. Et là, je m'attaque à... Alors, je suis tombée complètement par hasard sur Steam. Je me demande si c'est même pas un collègue qui m'en a parlé. C'est Pacify. Et Pacify, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'horreur, mais en coop. Donc il paraît que, alors il est franchement pas bien noté sur Steam, mais voilà, je voulais tester parce que j'adore les trucs, j'adore les trucs, les ambiances un peu horreur, donc voilà, je vous en parlerai la prochaine fois. Et là, à chaud comme ça, c'est plutôt oui, plutôt non. Trop tôt. Trop tôt, ouais, trop tôt. Eh ben, on en reparlera prochainement, en attendant que Ketrus nous présente un petit peu son évolution, son avancée dans le fait de gravir l'échelle de Hearthstone et ses différents rangs. Ouais, moi j'ai fait une pause au balcon là. Ah, Ouais. t'attends Non, même j'ai pas eu beaucoup. Ouais, j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer. J'ai pas eu beaucoup de temps de jouer. Il y avait The Division à jouer, puis après le reste, j'ai pas trouvé. Ouais, c'est vrai, Apex. Entre Apex Dota, et- parce que là, le problème c'est qu'il y a les majors pour les internationales 9 qui sort, et du coup voilà. Non, j'ai pas beaucoup joué à Hearthstone, mais oui, avec la nouvelle extension, ça va relancer le truc, quoi. qui sort à peu près au moment du podcast, donc c'est la nouvelle année avec 3 saisons de cartes, enfin 3 lots de cartes qui partent. Je me qui arrivent. Je me suis mis de côté des vidéos YouTube de plus d'1 heure sur le récap des nouvelles cartes et tout ça. bien. Donc, Mais je pense qu'il vaut mieux regarder un peu plus tard avec l'évolution de la méta Avec au bout d'un l'évolution mois de de la jeu. méta, Je ouais. pense que ce sera peut-être plus intéressant avec tout ce changement assez conséquent. Et du coup, on va enchaîner avec nos coups de cœur. Et pour le coup, je vais commencer, j'en ai un. C'est un jeu vidéo, ça s'appelle Yoshi Crafted World. Ça paraît tout simple, ça paraît tout con, c'est tout mignon, très coloré, trop facile malheureusement, mais je retrouve le plaisir que j'avais quand... Alors j'ai pas fait tous les Yoshi, mais ça me rappelle peut-être assez fortement un Super Mario World 2 qui est sorti sur Super Nintendo à l'époque, et avec le côté tout con de l'icône de Yoshi, où c'est de la plateforme pure et dure. Ce qui va changer un peu dans ce jeu-là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'univers graphique qui m'a fait penser à un Tearaway en 2D, enfin en tout cas en progression 2D avec différents plans de niveaux. Et Je fais ça comme un Little Big Adventure. et justement dans la profondeur des niveaux, c'est plutôt du LBP comme tu dis. Et ce qui m'a plu aussi assez vite, donc c'est un mini spoil au bout d'une heure et demie de jeu, c'est qu'en fait il y a un mode verso au niveau. On va commencer par un mode recto, donc de gauche à droite, et après on va jouer en mode miroir inversé en fait du niveau, c'est qu'on part de la fin pour revenir au début, et on a une autre approche du niveau que je trouve assez cool. En fait, on le revit différemment avec un petit challenge supplémentaire. Ce qui me dérange un peu plus dans ce jeu pour l'instant, c'est que c'est un point cool qui a été transformé en point, je pense, négatif pour prolonger peut-être bêtement la durée de vie, c'est que parfois on va avoir des objets à chercher dans le niveau. On va tirer dessus en jetant un œuf, comme on connaît dans ce genre de jeu. Enfin, c'est tout con. Et ce qui me dérange, c'est que parfois, on va chercher un objet, puis un autre au même niveau, mais pas les deux en même temps. Donc, du coup, en fait, on va nous faire rejouer 3, 4, 5 fois le même niveau, juste pour un objet à chaque fois, ou une série d'objets. Ce que je trouve un peu dommage, parce qu'il y a je pense, une rejouabilité un peu inutile, un peu forcée, qui me dérange. Après, c'est un peu trop facile, mais plutôt cool de jouer avec un enfant, parce qu'on peut jouer à deux. Il y a ce côté... assez sympa où on peut porter son pote et du coup il y en a un qui va tirer les œufs et l'autre qui va juste progresser, ou alors jouer un peu séparément, mais dès qu'on est trop éloigné sur l'écran ça devient moins lisible, mais plutôt sympa. Je trouve une belle aventure. Je pense que j'ai à peine fait 20% en pas mal d'heures de jeu déjà, donc j'essaie de tout faire à 100% pour le coup, et j'aime beaucoup. Je joue qu'à ça dans les transports en ce moment, surtout ce qui me permet d'arriver en retard aux enregistrements de podcasts, et c'est pas le sujet. Ketrus, toi, ton petit coup de cœur du moment? Ouais, c'est une série, ça s'appelle Final Space, qui est dispo sur Netflix depuis pas très longtemps, Netflix France, alors qu'elle date de 2018 aux États-Unis, je crois. Ok. C'est une série animée de 10 épisodes, en tout cas la saison 1. Et c'est l'histoire de Gary, qui est un peu un raté avec une grande gueule, quoi. Pas vraiment raté. Et en essayant de draguer une meuf dans un bar en se faisant passer pour un pilote, il se barre avec elle parce qu'il y a une urgence, et en fait il détruit dans le garage 49 vaisseaux. Je crois, un truc comme ça. Du coup, il est enfermé pendant 5 ans dans un vaisseau spatial aux confins de la galaxie. Où c'est l'horreur. En fait, il est tout seul avec des robots, dont un robot qui est censé lui remonter le moral, qui s'appelle Kevin, qui est un abruti complet et qu'il déteste carrément, et une intelligence artificielle qui s'appelle Hue, je sais pas, Hue.
You. Et voilà, et en même temps, donc il retrouve la nana qu'il avait essayé de draguer il y a quelques années, qui essaye de sauver le monde d'un trou noir, etc. Et t'as un gros méchant, le Lord Commander intersidéral, qui est d'ailleurs dont la voix est David Tennant. Et le père de Gary, c'est Ron Perlman qui le fait. Et voilà, et puis il découvre une petite bestiole qui Mooncake, il l'appelle, et qui dit juste Chokiti, 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 comme ça, tu vois. J'ai vérifié ce Qui est tout mignon, qui est tout sympa, et en fait qui est un destructeur de monde. Avec sa bouche, il peut lancer un gros rayon et détruire tout. Et c'est une série qui est à la fois très humoristique, irrévérencieuse, parce qu'elle est interdite aux moins de 16 ans d'ailleurs, qui est magnifique. Au niveau, tu l'as vu? Non, pas du tout, mais je vois le genre. Qui est magnifique au niveau alors les dessins sont très simples, mais en fait toutes les scènes qui se passent dans l'espace, les scènes d'action, les scènes d'exposition sont vraiment très belles. Je trouve qu'ils ont fait un travail graphique qui est incroyable. Et c'est de la vraie SF, donc avec des paradoxes temporels, avec de la technologie, ce genre de choses. Donc ça mêle science-fiction et humour. Et ouais, c'est on m'en a parlé la semaine dernière, je crois, et je me suis tout bouffé en 2 jours, je crois, enfin en 2 nuits, sans trop dormir du coup. Mais ouais, je conseille, c'est vraiment très bien. Très bien, merci. À toi, Anya, ton coup de cœur. Mais moi aussi, j'ai envie de parler d'un truc sur Netflix. Eh ben, c'est bien, vas-y. Je pense que tout le monde en a entendu parler d'ailleurs. C'est Love, Death and Robots. Je suis en train de les mater. pareil. Oui. Donc, qui est en fait une série d'animation qui est notamment produite par Fincher et Donen, mais où il y a aussi Jennifer Miller et Tim Miller. Donc, c'est diffusé depuis mars 2019. Alors, pour l'instant, il y a une saison de sortie avec 19 courts-métrages. C'est plein d'artistes différents, avec des directions artistiques complètement variées. Enfin, genre, c'est un truc de ouf. Si vous n'avez pas fait votre veille graphique sur l'animation, ben allez-y, parce que c'est franchement assez canon. Donc c'est entre 6 et 20 minutes par épisode. Ça dépend de la thématique et de l'histoire. Mais alors c'est assez inégal en termes de niveau narratif. Ouais, clairement. Mais il y a des belles pépites malgré tout. Ah, bien, qui sont complètement géniaux. Et il y en a qui sont impressionnantes, mais en Celui termes de la nana, le renard, la nana Ouais, qui ouais. est oufissime, Ouais. à tout niveau. Ouais. Le dernier, tu as halluciné. Ouais. Ouais, le tout dernier, tu vas kiffer. Enfin bref, C'est que tout le parmi les 19 épisodes, vous trouverez forcément un truc qui va vous catcher, parce que c'est trop beau, quoi. Même quand t'aimes pas les côtés. Enfin, moi j'ai moins aimé les épisodes un peu cartoony, Ouais, par exemple. où c'est moins impactant visuellement, mais du coup, ça n'empêche que je pense que ça trouvera de toute façon son public. Donc voilà, c'est sur Netflix et je pense que ça en vaut vachement le coup d'œil. Ouais, largement. Ça fait très animatrice, en fait. Ouais, c'est ça. J'adore. Ouais. Ça a été pas mal controversé, hein, ça a été pas mal critiqué. Ouais, alors il y a eu un bad buzz, je sais plus pourquoi, parce que Netflix avait oublié certaines personnes dans les crédits ou je sais plus quoi. Enfin bref, un truc complètement stupide qui, encore une fois, met du bad buzz là où il n'y a pas lieu. Bon, ça permet de parler de ce truc. Mais ça permet, mais voilà, le côté de tout ça, ça permet d'en parler et du coup, il y en a, je pense, voilà, c'est cool. Ouais, je traite la moitié à peu près aussi. Hein. J'avais trop Zuma Blue là, qui était pas mal d'ailleurs. Et celui avec le trou noir là, où le mec qui se réveille il est ouf aussi, putain, tellement cool. Mais alors, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion hier soir parce que j'en regardais en me disant que c'est complètement le nouveau type de narration que je cherche dans les séries. C'est-à-dire que c'est très court. Donc ça va droit au but. Il y a pas de fioriture. C'est bam, ça t'envoie directement dans la gueule. Du coup, moi qui suis très occupé en ce moment, ça me permet en fait de me prendre 10-15 minutes de pause sur un truc en me relaxant complètement et pas perdre 1 heure à regarder une série qui avance pas. Là, je suis en train de me taper The Punisher 2. Je souffre à chaque épisode. Mais voilà, donc c'est super. Et je trouve ça super intéressant. Comme on devient de plus en plus dans l'instantané, en fait, c'est super intéressant de se dire que c'est très rapide, très précis et ça va très vite au but. Et c'est indépendant aussi. Et c'est indépendant. Ça, c'est hyper cool, ce genre de format, je trouve. Et du coup, tu sais déjà s'il y a une saison 2 qui est prévue? Bah, je pense. D'accord. Je veux rien de sûr, mais je pense qu'ils en font une. Ça se dévore ensuite, c'est plutôt cool. Ouais. Et toi, Zef, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, je l'ai pas reçu aujourd'hui parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais je l'ai pas encore reçu. C'est un jeu de plateau. Enfin, c'est un jeu de cartes précisément. C'est pas vraiment un jeu non plus parce qu'il n'y a pas de notion de jeu ni ce truc, mais c'est un jeu. Il est vendu comme tel. Ça s'appelle Sneaky Cards.
C'était en démo sur le fiche, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir entre les mains. C'est un jeu géolocalisé, c'est marrant. C'était pas choisi, mais presque. En fait, c'est un jeu de cartes. Quand on reçoit, en fait, on doit télécharger une appli sur son téléphone, loguer son jeu de cartes. Et en fait, c'est un jeu qui va être divisé. Bon, je vais pas faire toute la présentation, je l'ai pas eu encore entre les mains, mais c'est un jeu qui est basé sur l'échange, la bienveillance et l'envie de partager plus les choses. C'est pareil qu'on dit comme ça, mais chaque carte est un défi. Il y a, je crois, 54 cartes. C'est du genre cacher cette carte dans le frigo de quelqu'un. Une fois que c'est fait, la personne qui y a marqué, une fois que si vous trouvez cette carte dans votre frigo, placez-la dans un autre frigo et loguez-la. Et en fait, l'idée, c'est de partager des choses avec des gens que tu connais pas forcément. Ça peut être prenez un selfie avec un inconnu et donnez-lui la carte. Et donc lui doit refaire le défi avec quelqu'un d'autre et donner la carte et ainsi de suite. Et en fait, l'application est là pour le géolocaliser votre carte en disant bah voilà, c'est déplacé de Paris à Rennes à Brest à c'est une forme de party game. Alors je pense qu'il y en a qui sont vraiment durs à réaliser. J'ai vu des exemples du coup il faut genre donner ça à une personne qui vous a fait sourire sans raison ou un truc comme ça. C'est vraiment parler à l'inconnu et essayer de faire comprendre à l'inconnu que c'est pas une méthode ou d'approche ou de quoi que ce soit, mais juste une forme de jeu de bienveillance en fait. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas et c'est un petit jeu qui m'excite vachement quand j'y pense en fait, donc je pense que je me donnerais comme but d'au moins en faire un par semaine. C'est trop bien, c'est trop cool. Le jeu est pas cher, il est à 10 balles je crois, sur tous les sites. Il y a déjà le lien dans la description du podcast et puis je vais l'acheter au moment où vous écoutez ça parce que ça a l'air trop bien. L'idée est trop cool en fait. Super, et ben merci pour ces petits coups de cœur. On va faire un petit récap en fait, un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit, ce qu'on a vu. Donc Zéphiriel, tu nous as parlé du géocaching, Anya de The Division 2 et Ketrus de Bons Présages, le roman de Pratchett et Gaiman. Et puis on a fait un petit bilan sur le fil rouge 2019 ainsi que nos coups de cœur traditionnels. Merci à vous pour ces chroniques. On va peut-être faire vos petites pubs maintenant pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Ketrus, j'y arriverai jamais. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Est-ce que tu regardes des séries un peu qui arrivent prochainement, du genre Game of Thrones ou trucs comme ça ? Ouais, on va se lancer dans le marathon saison 8 de Game of Thrones avec Whisperos. C'est parti. Comme on avait fait, donc un épisode par semaine de Whisperos qui suivra l'épisode qui est sorti le lundi d'avant. Voilà, ça va être sur le 15 avril. 15 avril, ouais. C'est ça, juste après la diffusion de notre podcast. Et quoi d'autre à part ça ? Tu continues peut-être ailleurs Comics Outcast, voilà. Tu peux le redire, hein, écoute. Ça fait plaisir. Les pas honte, y a pas de souci. C'est ça, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Déjà. Anya, et toi ? Alors, je fais pas bien, mais j'ai relancé mon blog il y a pas longtemps et en fait, je suis pas du tout assidue. Mais c'est pas grave, anya-gaming.com pour retrouver mes autres reviews. Et sinon sur Twitter, parce que en ce moment, je suis toujours à la recherche de pépites qui sont pas encore marketées. Donc, je fais le tour des comptes Twitter des devs indés et voilà, je suis dessus. Donc, Anya Gaming. Putain, mais le jour où tu deviens millionnaire, tu vas faire ça en fait. Mais tu vas éditer des jeux qui sont pas. Mais grave, mais c'est mon rêve de fou. Putain, gagne au loto, fais un truc. Quoi. C'est hyper simple de gagner au loto en plus. Et toi, Zef ? Moi, je vais parler juste du Défaussé du coup. Donc, sur le Défaussé, donc un podcast qui parle de jeux de plateau toutes les semaines, tous les mercredis. Pendant 20 minutes, avec ma pote Alex, on présente des jeux de plateau et on vous donne envie d'y jouer. Enfin, j'espère en tout cas. Très bien. Oui, c'est cool. D'ailleurs, je sais plus si on en avait parlé avec toi ici, mais tu avais même fait un vlog de ton passage au C'est vrai, ouais, on a fait un vlog qui était assez marrant. C'est le premier vlog qu'on faisait, donc on va essayer d'en faire d'autres quand on va passer dans d'autres festivals. Mais l'idée était marrante et j'ai bien rigolé pour le coup. Voilà. Eh ben super. Sinon, on vous invite évidemment à vous abonner au Contrecast sur Twitter, le Contrecast ou sur Instagram. Et puis, j'ai oublié de te dire un truc, Ketrus. Sur Hearthstone, moi j'ai fini en 5. Et c'est précisément le nombre d'étoiles qu'on doit mettre sur Apple Podcast pour faire la promo de ce podcast génial. Je vois deux personnes qui rigolent au fond. C'est dingue. Je vais essayer d'être en 5 chaque mois. J'en peux plus. Comme les doigts de la main, comme ce que vous voulez. On s'en fout. Prenez comme d'hab le téléphone de des gens que vous connaissez pas, vous abonnez avec. Comme ça, ça nous permet. Il faudrait faire une sneaky card où tu dois demander à quelqu'un de s'abonner au Contrecast et lui filer la carte et il doit la passer à quelqu'un d'autre. Tu demandes à quelqu'un de s'abonner et tu t'abonnes en cachette à quelqu'un d'autre. Comme ça fait 2 actions. Il y en a
au moins Ouais, deux qui fonctionnent. Et ça peut être intéressant de faire ça. Tiens, j'ai trouvé un podcast sur géocaching par ailleurs. Ça m'étonne pas. Le mec s'arrête jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 7 du Contrecast avec toujours cette belle équipe qui m'entoure et qui change chaque mois. Oh, c'est beau. Et j'ai envie de pleurer un peu. Et on se retrouve le mois prochain, évidemment, pour un nouvel épisode avec des nouvelles chroniques toutes chaudes. Merci, salut. Salut. Salut.